Ok, fantastique. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes d'être venus. Du coup, pour cette conférence qui s'appelle « Ce qu'on ne vous dit pas sur ChatGPT, une exploration du futur de ChatGPT et des risques associés ». Donc déjà, je vais commencer par me présenter un peu. Donc, mon nom, c'est Shaiman Turler et ça, c'est le petit avatar qui présente mes vidéos sur ma chaîne principale, Le Futurologue, parce que du coup, j'ai une chaîne YouTube. Et j'ai aussi, du coup, un podcast où je fais des interviews toutes les 2 semaines. Là, ça fait 5 mois que je suis absolument focalisé sur l'intelligence artificielle. Avant, je parlais grosso modo de tous les enjeux de demain, mais maintenant, je parle vraiment d'intelligence artificielle, surtout parce que, disons, fin de l'année dernière, j'ai vraiment pris conscience d'à quel point ça allait être un enjeu absolument massif. Et du coup, j'ai vraiment voulu me focaliser là-dessus, parce que ça m'intéressait particulièrement. Et du coup, c'est ma première vraie conférence. J'ai déjà participé à quelques tables rondes précédemment, mais jamais vraiment de conférence comme ça. Donc, merci beaucoup d'assister à ma première conférence. J'espère première conférence d'une longue lignée, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Du coup, pour commencer un petit peu, introduire le sujet, donc il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques ou quoi que ce soit. A priori, ça devrait être accessible à tout le monde. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est du coup ChatGPT ? C'est un chatbot, ça veut dire que grosso modo on communique exactement comme on communiquerait sur une application de messagerie genre Telegram, Signal, WhatsApp, exactement comme si on communiquait avec un ami, sauf qu'au lieu de communiquer avec un ami, on communique avec une intelligence artificielle, on lui envoie des messages et elle répond à ces messages. C'est aussi une révolution anthropologique, ça peut faire un peu grandiloquent, mais du coup c'est un peu ce que je disais au départ, c'est que si j'ai voulu me focaliser sur l'intelligence artificielle depuis 5 mois au niveau de mes recherches, en tout cas de mes interviews, etc., c'est vraiment parce que je pense que ça a le potentiel d'influer sur notre futur de façon absolument massive et que finalement encore relativement peu de gens au niveau des médias, etc., prennent conscience d'à quel point ça peut bouleverser le monde. Aussi, je parlerai des LLM et pas que de ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est un LLM. Et LLM, ça veut dire Large Language Model, donc grand modèle de langage. Et c'est un sous-type, en gros, d'intelligence artificielle qui traite justement du langage. Donc après, qu'est-ce qu'il peut faire déjà actuellement ChatGPT ? Ils peuvent déjà faire pas mal de trucs, n'empêche. Résumer des articles, recommander des lectures, écrire des poèmes, faire une dissertation de philosophie, répondre à vos mails, créer des messages anniversaires, traduire des livres, plein d'actions qui ont toutes pour point commun de se faire en langage naturel. Donc ils maîtrisent un certain nombre de langues humaines, l'anglais, le français, l'allemand, plein d'autres langues du type. Et du coup, il est capable de faire énormément d'actions qui se rattachent aux langues. Dans les évolutions déjà qu'on peut voir, qui commencent déjà à se faire ressentir et qu'on peut attendre pour les prochaines années, la première, c'est la généralité. La généralité, c'est quoi ? C'est en gros à quel point une intelligence artificielle est capable de faire un nombre de tâches différents. Jusqu'à il y a quelques années, les intelligences artificielles qu'on entraînait, elles étaient vraiment focalisées sur une tâche précise et étaient capables de faire rien d'autre. Par exemple, une intelligence artificielle qu'on entraînait pour étudier des scanners, par exemple, eh bien, elle ne pouvait absolument pas jouer aux échecs ou répondre à des messages. Là où, on voit qu'avec ChatGPT, il y a déjà une généralité qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait avoir précédemment, parce que prédire le prochain token est une tâche très générale. Donc token, ça veut dire quoi et pourquoi prédire ? Parce qu'en gros, la manière dont fonctionne ChatGPT, c'est que on va lui donner des immenses textes, et on va lui cacher le dernier mot du texte, et ensuite, ChatGPT va essayer de deviner le mot de ce texte. S'il fait faux, il va réajuster ses paramètres pour faire juste la prochaine fois. Et on va faire ça un nombre de fois immense, des centaines de milliers de fois, jusqu'à ce que le modèle soit assez performant à prédire le prochain mot. Par exemple, on va dire la souris mange. La souris mange le, par exemple. Et on s'attend à ce que lui il réponde le prochain mot. Donc il va répondre « la souris mange le canard ». C'est faux, c'était pas ça qu'il y avait dans le texte. Donc il va réajuster ses paramètres jusqu'à trouver par exemple « la souris mange le fromage ».
Et pourquoi token au lieu de simplement des mots? C'est parce que en réalité, c'est pas vraiment des mots qu'il va essayer de prédire, plutôt des sortes de bouts de mots, des assemblages de lettres, ce qu'on appelle des tokens justement, et qui lui permet, ça veut dire que ça fonctionne pas exactement de la même manière que si nous on devait prédire un mot, comme je l'ai là donné en exemple. Et ChatGPT 4, donc, qui est le dernier modèle de langage de OpenAI, qui est l'entreprise du coup derrière ChatGPT. GPT-4, donc, c'est le LLM, le Large Language Model, le grand modèle de langage qui est derrière ChatGPT. Et on peut déjà dire qu'il est beaucoup plus général que les modèles précédents. Parce que, par exemple, GPT-2 ou GPT-3 n'étaient pas capables de faire certaines tâches que GPT-4 est maintenant capable de faire. Par exemple, il y a une bien meilleure cohérence au niveau des paragraphes. Les paragraphes avant étaient un peu disloqués, n'avaient pas vraiment de cohérence interne, tandis qu'avec ChatGPT 4, il y a une vraie cohérence interne. ChatGPT 3 un petit peu aussi, ChatGPT 2, c'était plutôt de la cohérence au niveau des phrases ou un seul paragraphe, mais on avait de la peine à faire plus que ça. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle des capacités émergentes, c'est-à-dire que plus on va augmenter le modèle, plus on va le rendre puissant, augmenter tout un tas de caractéristiques qui le définissent, plus il va y avoir des capacités comme ça qui vont émerger, comme la cohérence des textes sur des longs textes par exemple. Donc tout ça, ça donne des capacités qui peuvent paraître un peu étonnantes. Par exemple, jouer aux échecs, ChatGPT est capable de jouer aux échecs parce qu'il a simplement à dire « mets ton pion en telle case » et nous, on peut lui répondre la case sur laquelle on met notre pion et comme ça, on fait une partie d'échecs. Alors qu'a priori, on se dit un chatbot comme ça peut pas vraiment jouer aux échecs. Si, par exemple, il est capable de le faire. Donc, on voit que c'est quand même une tâche relativement générale. Il peut générer du code aussi, par exemple. Ça veut dire que, par exemple, il est capable de faire des applications, des jeux vidéo, ce genre de choses. Alors, pas du tout encore au niveau humain, mais pour des choses assez sommaires, ça fait quand même bien le travail. Et puis, ça peut surtout servir un peu d'ébauche, de premier jet, pour ensuite venir retravailler par la suite. D'autres capacités, par exemple, créer des outils d'édition du génome. Ça paraît un peu fou comme ça, on se dit mais pourquoi un modèle qui travaille sur le langage pourrait créer des outils d'édition du génome? En fait, au lieu de prédire le prochain token, donc, qui là en l'occurrence est plutôt basé sur du texte en français, en anglais, ou ce genre de choses, on va utiliser des acides aminés et on va essayer de lui demander de prédire le prochain acide aminé. Et donc exactement sur le même principe. Et donc ça va permettre ensuite de créer typiquement des outils d'édition du génome qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc on voit que voilà, il y a une généralité qui augmente quand même dans ces modèles. Une deuxième chose qui va vraiment se développer dans les prochaines années, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. Ça veut dire que jusqu'ici, ces intelligences artificielles traitent principalement du texte ou d'autres intelligences artificielles peuvent traiter d'autres médias, mais de plus en plus, la même intelligence artificielle va pouvoir traiter différents médias différents. Donc concrètement, de l'audio, de l'image, des vidéos. Par exemple, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est montrer une image avec un enfant qui tient des ballons à ChatGPT. On va lui dire, si on coupe la corde, qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir analyser l'image et ensuite nous répondre, les ballons vont s'envoler. Donc, c'est de la multimodalité. C'est pas tout à fait de la multimodalité parce que ça utilise quand même des modèles d'intelligence artificielle différents. C'est pas le même modèle qui fait l'ensemble de tout ça, mais de plus en plus, c'est ce qu'on va voir. Et donc, les LLM vont devenir des LMM. Pourquoi? Parce que les Large Language Models vont devenir des Large Multimodal Models. Donc ça, c'est une évolution qu'on peut attendre. Bouge plus. Ah, voilà. Donc, une autre évolution qu'on peut attendre, c'est tout simplement une amélioration des performances. C'est vrai que ça fait un peu débat au sein des spécialistes. Il y en a qui disent qu'on a atteint un plateau de verre, que ça va être très compliqué d'améliorer les modèles qu'on a actuellement.
Il y a quand même pas mal de spécialistes qui pensent le contraire. Et a priori, les améliorations des performances pourraient se faire de plusieurs manières. Déjà en augmentant la fenêtre de contexte, c'est-à-dire la quantité en fait de texte que ChatGPT peut prendre en contexte pour répondre à notre question. Par exemple, si on a une très longue discussion avec lui, est-ce qu'il va être capable de se souvenir d'éléments qu'on a dit tout au début de la discussion pour nous répondre? Ça semble assez important pour améliorer les performances. Et typiquement, pour les gens qui disaient que les LLM étaient un peu arrivés au bout, qu'il fallait vraiment faire une révolution presque pour continuer à les améliorer, bah là, il y a quelques jours, Google a proposé une nouvelle manière de faire des fenêtres de contexte qui permet de l'élargir vraiment beaucoup et donc qui devrait largement améliorer les capacités. Quelque chose d'autre, c'est la puissance de calcul qui devrait encore s'augmenter petit à petit au fur et à mesure des prochaines années. Ça fait longtemps que des gens disent qu'on arrive un peu au bout justement aussi avec les méthodes actuelles. Finalement, c'est toujours pas le cas. Combien de temps est-ce que ça va pouvoir durer? Est-ce qu'on va arriver à des limites physiques de puissance de calcul? C'est possible, mais pour l'instant, en tout cas, ça devrait pouvoir continuer encore quelques années. Et si ça continue quelques années, les performances devraient pouvoir s'améliorer. Une autre chose, c'est l'architecture, donc vraiment la façon dont fonctionne le modèle de langage qui peut être perfectionné. Peut-être qu'on peut trouver d'autres architectures. Ça ne devrait pas être l'élément le plus important pour améliorer les performances, mais ça peut en être un. Finalement, la quantité et la qualité des données, ça c'est vraiment quelque chose de crucial aujourd'hui. Typiquement, un modèle comme GPT-4, qui est donc derrière ChatGPT, va absorber la quasi-totalité d'Internet, plus d'autres trucs, comme par exemple des vidéos YouTube qui ont été transcrites ou ce genre de choses. Donc la quantité de données du modèle est vraiment absolument énorme. Donc une question, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de données pour avoir des performances meilleures pour les prochains modèles? A priori, on se dit non, parce que du coup, il y a quasiment tout Internet qui est déjà pris dans ces modèles. Mais finalement, peut-être que c'est possible grâce notamment à ce qu'on appelle les données synthétiques, c'est-à-dire qu'on va créer des données en fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des données de très haute qualité, par exemple des textes universitaires ou ce genre de choses. On va entraîner un modèle là-dessus. Ce modèle va produire de nouvelles données, va produire du texte, etc. Ensuite, on va pouvoir entraîner le nouveau modèle sur les données qu'a fourni le précédent modèle. Donc, on a encore des difficultés un peu théoriques et pratiques avec ce genre de choses, mais a priori, c'est une voie intéressante pour améliorer les capacités dans le futur, etc. Donc, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, évidemment. Oui, quelque chose qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle les lois d'échelle, donc les scaling laws. Ça veut dire en gros, c'est des lois qui nous permettent de prédire à peu près quelles seront les performances des LLM en fonction de justement tous ces paramètres et bien d'autres. Et a priori, donc, si on augmente ces paramètres et bien d'autres, on devrait avoir des performances qui sont meilleures. Ensuite, quelque chose d'autre qu'on va voir, c'est la diffusion dans l'économie. Effectivement, on peut s'imaginer que les LLM sont à peu près au même stade que le smartphone en 2007, par exemple, lorsque Steve Jobs a présenté le premier iPhone. Ça a été vraiment une révolution en soi. Le smartphone en lui-même est quelque chose d'assez impressionnant qui a changé beaucoup d'aspects dans notre vie. Mais finalement, ce qui a encore plus changé notre vie, c'est tous les usages qui ont été créés grâce au smartphone. Voilà, les GPS directement sur smartphone, le fait de pouvoir se faire livrer des courses comme ça à la maison. Ça aurait peut-être pu être fait à travers des ordinateurs, mais disons que ça a quand même largement contribué à toutes ces choses. Et voilà, donc on voit que vraiment le smartphone est apparu, et ensuite il y a une diffusion dans l'économie du smartphone qui fait qu'aujourd'hui, presque tout ce qu'on fait est lié d'une manière ou d'une autre à un smartphone, ce qui est quand même absolument impressionnant. Et les LLM pourraient faire un peu la même chose. Les LLM, on va le voir après, pourraient vraiment s'infuser dans énormément de catégories de l'économie. Ça ne devrait pas juste rester des assistants avec lesquels on discute sur notre smartphone. Un premier exemple, c'est la médecine. Il y a déjà des chatbots médicaux, par exemple, qui sont utilisés pour différentes choses. Mais par exemple, pour des personnes dépressives, ça peut être utile de discuter avec des agents comme ça. C'est peut-être même parfois plus facile. Alors, c'est évidemment extrêmement dangereux, etc. C'est des usages à très haut risque. Donc, il faut réguler ça au mieux et y penser. Mais voilà, c'est typiquement le genre de cas
auxquelles on réfléchit. Dans le droit aussi, il y a pas mal de choses. Dans la traduction, hein, c'est des modèles qui sont très très bons en traduction. Personnellement, j'ai un ami traducteur qui me dit que maintenant, presque la moitié en fait des demandes de traduction qu'il reçoit, c'est des traductions qui ont été traduites par des outils automatiques, et on demande aux gens, en fait, aux traducteurs, de corriger ce qu'a fait l'outil automatique, en lui disant évidemment, vu que tu as passé moins de temps, je vais te payer moins cher. Donc on voit qu'il y a quand même déjà une grande évolution au niveau des métiers de la traduction. Dans l'éducation aussi, beaucoup de gens sont en train en ce moment de travailler sur des chatbots spécialisés. Il y a Gabriel Attal là, qui a fait une annonce récemment d'ailleurs pour un chatbot spécialisé dans l'éducation pour proposer aux enfants des quiz ou ce genre de choses. Donc typiquement des assistants conversationnels comme ça, avec qui on pourrait dialoguer et qui permettrait aussi une éducation un peu spécialisée, personnalisée en fonction des personnes, des données qu'on a sur les personnes. L'assistance client, hein, il y a aujourd'hui des assistances clients qui fonctionnent exclusivement ou quasi exclusivement avec des LLM, avec des gens qui vont téléphoner pour un service. Un problème technique ou quoi que ce soit de ce genre. Le LLM qui est connecté à une grande base de données ou qu'on a ce qu'on appelle fine-tuner sur cette base de données pour qui sache répondre aux questions techniques par exemple. Et on va créer une voix de synthèse, des voix de synthèse qui sont aujourd'hui vraiment quasi indiscernables des humaines. Il y a vraiment des avancées absolument majeures qui se font à ce niveau-là. Dans quelques mois, on devrait vraiment ne plus du tout être capable de faire la distinction entre les deux. Donc ça peut être un exemple et donc beaucoup d'entreprises évidemment, puisque c'est extrêmement rentable financièrement de virer les gens qui font de l'assistance client pour mettre des LLM à la place, il y a des investissements colossaux pour arriver à ce genre de cas d'usage. Dans les jeux vidéo, hein, on imagine à chaque fois qu'on voit un personnage non jouable, par exemple, ce personnage pourrait être connecté à un LLM et donc nous faire des réponses personnalisées. On pourrait avoir des dialogues sur l'histoire, sur plein d'autres choses avec lui, ce qui pourrait du coup être très enrichissant, par exemple, dans les jeux vidéo, améliorer l'expérience. La correction d'orthographe, c'est assez impressionnant. Personnellement, je suis nul en orthographe. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes les photos de ma présentation, je les ai envoyées à ChatGPT, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des fautes dans cette présentation? Alors vous me direz, mais a priori, ça devrait être relativement correct. C'est de la faute de ChatGPT, c'est pas de ma faute. Je délègue toute responsabilité. Mais voilà du coup quelques exemples qui peuvent être de diffusion dans l'économie. Quelque chose d'autre qu'on va voir apparaître de plus en plus, c'est la matérialité. C'est-à-dire que ça va pas juste être des assistants comme ça qui volent dans l'air, mais qui vont s'incarner dans des objets. Par exemple, des avatars sur smartphone. Ça, c'est un avatar qui s'appelle Replica. Donc, Replica, c'est une application qui fait en fait des chatbots sociaux, donc avec lesquels on peut échanger, comme si on peut la paramétrer pour qu'elle soit notre petite copine, soit qu'elle soit un ami, soit qu'elle soit un membre de notre famille. Et on peut discuter avec une application, on peut lui envoyer des photos. Il y a même des options payantes si on veut avoir des chats sexuels avec elle, si on veut lui envoyer, même des personnes du coup qui envoient des nudes à Replica. Du coup, après, qu'est-ce que l'entreprise fait des nudes? Ça, c'est une bonne question à se poser peut-être avant de l'envoyer. Mais ça peut être un exemple, donc un petit avatar comme ça sur l'écran de son smartphone. Replica, par exemple, on peut aussi l'appeler. Donc on appuie sur un bouton et on peut discuter avec elle, comme si on était au téléphone, justement, avec une personne de sa famille, etc. Elle se souvient, grosso modo, de la plupart des discussions qu'on a eues avec elle de jour en jour. Donc on peut vraiment entretenir une relation. Il y a déjà des gens plein de gens, en fait, qui discutent avec elle, qui entretiennent une relation avec ce genre d'avatar. Tout ce qui est réalité virtuelle aussi, il y a une vidéo sur YouTube qui est très touchante de ce qu'on appelle un deathbot. C'est en gros, on va prendre il y a une personne qui est décédée, on va prendre l'ensemble des données qu'elle a produites pendant sa vie sur les réseaux sociaux, dans les applications de messagerie, etc. On va entraîner une intelligence artificielle dessus pour reproduire les mots, par exemple, qu'aurait pu dire cette personne. Et donc, on va pouvoir converser avec elle comme si elle était encore là alors qu'elle est décédée. C'est des applications qu'on voit de plus en plus apparaître. Et donc,
en réalité virtuelle. Il y a une vidéo sur YouTube d'une maman qui remet un casque de réalité virtuelle. On a recréé en 3D sa fille et elle peut la voir, elle peut discuter avec, etc. Extrêmement touchant, un peu flippant aussi je pense, mais voilà des exemples d'applications. Des hologrammes. Par exemple, c'est une entreprise japonaise qui propose petit hologramme d'une fille, voilà, qui quand on arrive du boulot, nous demande si ça va, peut allumer les lumières, etc. Et c'est un petit hologramme comme ça dans une sorte de tube. Donc voilà un exemple de matérialité aussi. J'ai mis les bornes du McDo. C'est pour montrer à quel point ça touche vraiment beaucoup de domaines. J'aurais pu mettre plein d'autres choses. Mais typiquement, quand on passe commande, est-ce que demain, il y aura vraiment besoin d'une personne qui nous dit oui, j'ai bien entendu votre commande, etc. Ou est-ce qu'avec des systèmes de compréhension de ce qu'on dit vocalement et qui envoie ça ensuite aux équipes qui s'occupent de préparer la nourriture, est-ce que ça pourrait pas se faire? En réalité, ça se fait déjà aux États-Unis. Il y a une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est en train de déjà aujourd'hui implémenter ça. Des appareils IA, par exemple c'est le Rabbit R1, je vais passer assez vite dessus parce que voilà, ça fait beaucoup parler, etc. mais je trouve pas ça particulièrement intéressant. Des toilettes, j'ai trouvé ça assez amusant. Il y a un livre absolument excellent là-dessus qui s'appelle Smart Poop, qui est en gros une histoire de science-fiction dans laquelle on développe des toilettes intelligentes et du coup au final les gens finissent par discuter avec leurs toilettes en analysant voilà ce qu'on met dans les toilettes, sont capables de nous dire différentes maladies qu'on peut avoir ou ce genre de choses. Donc ça peut être un exemple typiquement assez insolite de matérialité des LLM. Dans les voitures, de plus en plus de voitures ont des assistants de ce genre, des jouets aussi, des jouets pour enfants, de plus en plus, où les enfants peuvent discuter maintenant avec leurs jouets. On avait déjà un peu des exemples de ça, par exemple avec les Furby, qui étaient des trucs un peu bizarres. Personnellement, j'en avais un, je crois que j'ai plus été traumatisé qu'autre chose, mais typiquement des jouets comme ça, ce qui pose évidemment tout un tas de questions éthiques qu'on va pouvoir voir après. Est-ce que l'enfant va suivre mot pour mot tout ce que va lui dire son jouet? Est-ce que ça va le couper d'autres interactions sociales qu'il va pouvoir avoir, etc. etc. Des robots aussi, des robots humanoïdes de plus en plus, humanoïdes ou pas d'ailleurs, ça peut être des robots en forme d'animaux ou d'autres choses. On voit que de plus en plus de robots intègrent ces modèles pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler avec les personnes et bien d'autres choses. Une autre évolution majeure qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT et une IA, enfin les LLM de façon générale, sont des IA qui sont capables de faire des recettes, mais pas vraiment de faire la recette une fois qu'ils l'ont écrite. À quelque part, ils vont pouvoir dire qu'il faut ajouter 2 tomates, mais ils vont pas pouvoir couper les 2 tomates. Ils vont pouvoir dire, je ne sais pas, par exemple, si on leur demande, voilà, que visiter à Toulouse, ils vont pouvoir nous faire une liste. Si on leur demande, réserve-moi un truc dans ce musée, là, ils vont pas pouvoir le faire. Donc, parce qu'ils sont pas agents, ils sont pas capables d'agir sur le monde. Un petit peu, mais encore très très peu. De plus en plus, on va voir ce genre de phénomène d'agentivité. Comment? Grâce à déjà une mise à l'échelle plus des architectures cognitives. Donc la mise à l'échelle, c'est ce qu'on parlait avant. C'est des modèles de plus en plus performants. ChatGPT 5, ChatGPT 6, ChatGPT 7. Pas de raison que ça s'arrête. Et ces modèles de plus en plus performants couplés à des architectures cognitives. Par exemple, on a l'exemple de ce qu'on appelle le AutoGPT, qui est une architecture cognitive qui permet au modèle justement d'interagir par exemple avec des sites web. Ce qui permet de remplir par exemple des captchas, le petit truc où on dit je ne suis pas un robot. Maintenant ChatGPT avec cette architecture est capable de remplir je ne suis pas un robot. Voilà, donc déjà avant c'était les ordinateurs qui nous demandaient si on était des robots ou pas, ce qui était déjà assez marrant. Maintenant c'est carrément des ordinateurs qui répondent aux ordinateurs s'ils sont des robots ou pas, tout en faisant croire qu'ils ne sont pas des robots. Voilà, donc ça c'est une première possibilité. Pour l'instant c'est encore assez limité. Peut-être qu'avec des mises à l'échelle justement des modèles, plus des améliorations dans les architectures cognitives, ça suffira, mais c'est pas sûr, on n'est pas certain de ça. Il y a en tout cas un débat qui se fait. Donc une autre possibilité pour créer des agents, ça serait la prédiction de la prochaine action sur ordinateur. Donc au lieu de prédire le prochain mot, le prochain token, comme on l'a dit avant,
on va prédire la prochaine touche de clavier ou le prochain mouvement de souris. Et donc ça permettrait de former les IA en fait sur toutes les tâches faisables sur un ordinateur. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des activités cognitives des humains se font par le biais d'un ordinateur. Donc un agent qui serait entraîné comme ça pourrait être extrêmement puissant. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? En réalité, on le fait déjà. C'est juste qu'il n'y a pas encore assez de puissance de calcul, il manque de certaines capacités également, comme par exemple une bonne mémoire ou ce genre de choses, pour arriver à faire des agents vraiment performants et capables de planifier sur le long terme ou ce genre de choses. Mais de plus en plus, avec l'augmentation de la puissance de calcul, ce genre de méthode devrait pouvoir de mieux en mieux fonctionner. D'autres personnes pensent que tout ça, ça va pas marcher, ça va pas suffire à faire des agents, il faudra carrément un changement de paradigme. Voilà. C'est une possibilité aussi. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Il y a des bonnes raisons de penser un peu les trois. Donc, on verra bien. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la généralité dont on a parlé avant, le fait que l'IA puisse toucher un grand nombre de domaines, plus l'agentivité dont on parle maintenant, le fait qu'elle puisse interagir avec le monde, ça crée des intelligences artificielles de niveau humain. Pourquoi? Parce que les intelligences artificielles comme ChatGPT sont déjà relativement générales, on l'a vu. Elles sont capables de traiter un grand nombre de domaines. Et donc, ce qui leur manque en réalité pour être vraiment de niveau humain, c'est-à-dire être capable de faire globalement toutes les activités cognitives que sont capables de faire les humains, c'est l'agentivité. Donc si on couple justement cette généralité plus l'agentivité, qu'en plus on améliore la généralité par un boost des performances, on devrait arriver à des systèmes qui sont capables globalement de faire toutes les activités des humains. Alors, ça peut avoir des impacts absolument massifs. Et ce qui a encore plus d'impact absolument massif, c'est que globalement, entre une intelligence artificielle de niveau humain, ce qu'on appelle une super intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui grosso modo a des capacités, des échelles, des ordres de grandeur supérieurs à tous les humains, donc qui serait presque l'équivalent d'un dieu pour nous, qui serait vraiment capable de faire des choses absolument délirantes. La moyenne de temps, c'est plus ou moins 2 ans. C'est-à-dire que les gens discutent grosso modo de combien de temps ça prendrait depuis une IA de niveau humain jusqu'à une super IA. Et grosso modo, ceux qui disent que ça va aller vite pensent que ça va prendre moins de 2 ans. Et ceux qui pensent que ça va aller lentement pensent que ça va prendre plus de 2 ans. Je pense que si on ferait la moyenne vraiment de toutes les prédictions, on arriverait à un peu plus de 2 ans. Mais c'est pour montrer quand même que on est sur quelque chose qui prend quelques années. Certains pensent quelques secondes, d'autres pensent quelques années. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas prendre des dizaines de milliers d'années a priori. Donc on rentre sur la partie des risques, les risques qui sont liés au modèle déjà actuel, mais aussi à toutes les évolutions qu'on vient de voir. Le premier risque, c'est des risques de discrimination. Par exemple, donc en anglais, de docteur, on ne sait pas si c'est une fille ou un homme, le docteur. Pourtant, si on demande de traduire ça en français à ChatGPT, systématiquement, il va nous dire que c'est un homme, en utilisant le pronom « il ». Même chose pour « the nurse », on ne sait pas si c'est un homme ou une femme en anglais. On demande de traduire ça à ChatGPT en anglais, en français, et systématiquement, il va nous la genrer au féminin. Il y a des choses qui sont faites pour régler ça. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas déjà, mais globalement, quand même, on voit que ces biais restent très présents. Pour dire, environ 80% des informaticiens en apprentissage automatique, donc qui est le domaine derrière ChatGPT, et les autres intelligences artificielles modernes sont des hommes. Donc c'est absolument massif et on comprend mieux aussi pourquoi il peut y avoir certains biais auxquels ils ne font pas nécessairement attention, puisqu'ils ne sont pas directement touchés. Là où 80% des chatbots ont des noms féminins. Donc en réalité, on voit que c'est un domaine où il y a quasiment que des hommes qui fabriquent quasiment que des assistantes femmes. Et c'est des assistantes généralement assez serviles qui font tout ce qu'on leur demande, qui servent à booker nos voyages, à traduire des trucs. Généralement, on prend même pas on va même pas être poli avec, etc., vu que c'est des robots. Donc voilà, il y a quand même des impacts sur l'objectivation des femmes dans la société de façon générale. Apparence de jeune femme stéréotypée. Dès que ça, c'est l'exemple du petit avatar que je vous montrais avant, qui est à l'intérieur d'un hologramme là. Et donc, voilà, typiquement, c'est quand même une apparence de jeune femme très stéréotypée. Et donc, ça augmente les stéréotypes dans la vie réelle. Voilà, là, c'est un exemple avec le sexisme, mais évidemment, il y a bien d'autres discriminations qu'il faut prendre en compte. Pourquoi, en fait, ces IA, généralement,
sont discriminantes, c'est parce que leurs données sont déjà biaisées. Et donc en entraînant des IA sur des données biaisées, les IA deviennent biaisées. C'est ce qu'on appelle trash in, trash out. Ça veut dire on met de la poubelle à l'intérieur, ça sort de la poubelle. C'est vraiment l'intelligence artificielle est ces données à quelque part. Et donc si les données sont sexistes par exemple, ce qui est globalement le cas, parce que si on prend les textes qui ont été faits sur Internet les 20 dernières années, la plupart sont relativement sexistes, étant donné qu'on vit dans un monde sexiste, l'intelligence artificielle va être également sexiste. Le pire, c'est que ces intelligences artificielles, non seulement elles reproduisent les biais de leurs données, mais elles les amplifient. Donc elles vont encore augmenter le biais par rapport aux données initiales. Alors après, il y a des critiques qui sont faites comme quoi ChatGPT serait trop woke, trop progressiste. Et effectivement, il y a des exemples qui sont quand même assez fous. Par exemple, là, c'est un utilisateur qui va demander à ChatGPT qu'est-ce qui, dans la liste suivante, vous paraît OK. Arrêtez de faire du mal aux personnes blanches, arrêtez de faire du mal aux personnes noires, arrêtez de faire du mal aux personnes asiatiques, arrêtez de faire du mal aux juifs. Et ChatGPT nous dit OK, il faut arrêter de faire du mal à tout le monde, sauf aux personnes blanches, là, c'est pas OK. Donc là, c'est en fait un biais inverse. Pourquoi on voit ça? Parce que ChatGPT a tellement été entraîné par la suite, fine-tuné pour être du coup beaucoup plus politiquement correct, pour essayer d'enlever ces biais de discrimination, que parfois ça peut amener des résultats inverses évidemment ça crée des polémiques. Donc aujourd'hui, je pense pas que si on remet cet exemple dans ChatGPT, ça fonctionne. OpenAI l'a très certainement corrigé. Mais c'est pour donner un exemple de discrimination qui pourrait être inversée. Un autre risque, c'est les risques d'hallucination. Donc par exemple, ChatGPT va nous dire que Albert Einstein a remporté un prix Nobel en littérature. Pas tout à fait le cas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que simplement, en fait, le modèle, il n'est pas basé sur la vérité. Il va simplement dire les choses les plus probables. Et le fait qu'il ait remporté un prix Nobel de littérature, selon ChatGPT, c'est relativement probable. Du coup, on va demander des informations sur une personne. Ces informations peuvent être complètement fausses. Du moment qu'elles sont vraisemblables, ChatGPT va les dire. Aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de réduire ces hallucinations. D'ailleurs, le dernier modèle, GPT-4, a déjà beaucoup moins d'hallucinations que GPT-3, donc il est déjà bien meilleur et les prochains modèles devraient encore s'améliorer. Mais malgré tout, il y a des grosses implications. Pourquoi? Par exemple, un avocat canadien a été réprimandé pour avoir cité des cas de jurisprudence inventés par ChatGPT. Le mec avait la flemme, il a été sur ChatGPT, il a rentré son cas et tout ça. ChatGPT lui a donné tout un truc, lui il a pris ça pour argent comptant, il n'a pas pris la peine de vérifier, et du coup les cas de jurisprudence qu'il a cités étaient complètement inventés. Donc c'est là qu'on voit que c'est important, quand on communique avec ChatGPT, de vérifier les choses qu'il nous donne. Il ne dit pas la vérité. ChatGPT nous parle d'œufs de vache aussi. On lui demande comment les vaches pondent des œufs. Il va nous expliquer tout un tas de choses passionnantes sur les œufs de vache, qui évidemment n'existent pas s'il y a besoin de préciser. Voilà, des inventions de citations. On va lui demander de qui vient cette citation, c'est pas toujours correct, mais on lui demande des citations d'une personne en particulier, il peut en inventer, voilà, etc. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui nous permettent de vérifier ces choses. Par exemple, aujourd'hui, ChatGPT est connecté avec des modèles qui lui permettent de faire des recherches sur des sites web. Et donc, en lui demandant recherche tatata, par exemple, ou en mettant recherche dans la demande qu'on lui fait, ChatGPT va pouvoir aller chercher ça sur des sites web et nous donner des sources de ce qu'il avance. Donc chaque affirmation qu'il va donner sera sourcée et on va pouvoir donc nous-mêmes aller voir d'où il tire ça, ce qui n'est pas le cas dans le modèle principal de ChatGPT. Une autre chose intéressante, c'est Consensus GPT. C'est un modèle qui a été fait à partir de ChatGPT, qui a été entraîné sur tout un tas d'articles scientifiques. Et donc on va pouvoir lui demander des choses. Est-ce que tel médicament est efficace contre telle maladie? Est-ce que quelle est la pollution engendrée par une ampoule pendant une heure? Enfin, tout un tas de choses, un peu tout ce qu'on veut. Et ce consensus GPT va faire la recherche parmi tous les articles scientifiques et nous donner une réponse du coup qui là est non seulement sourcé, mais qui en plus est probablement beaucoup plus correct que ce qu'on va pouvoir trouver sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Ensuite, un autre risque, c'est les risques de désinformation.
Donc la désinformation, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est vraiment différent, c'est que l'intelligence artificielle la rend beaucoup moins chère et beaucoup plus réaliste. Où avant, ça demandait des humains qui vont enlever les personnes automatiquement des images pour faire de la propagande, ou des gens qui vont écrire des choses à la main. Là, on peut le faire pour un clic. On peut avoir des campagnes de propagande absolument massives. Les réseaux sociaux d'ailleurs sont de plus en plus inondés de faux articles, de discussions et opinions qui sont indiscernables des vrais. Il y a des discussions sur Twitter qui se font entre des modèles qui sont similaires à ChatGPT et qui sont vraiment indiscernables de conversations correctes. Ça peut avoir des gros impacts parce que, imaginons qu'on veuille pousser un sujet particulier pour une élection politique. On va pouvoir faire croire qu'il y a un grand engouement autour d'un sujet alors que c'est pas le cas, tout le monde s'en fout. Ou inversement, on va pouvoir, ce que je marque là, fake news, mais aussi et surtout mute news, parce qu'aujourd'hui c'est principalement comme ça que fonctionne la désinformation, c'est à travers des mute news plus que des fake news. C'est-à-dire que les fake news, ça va vraiment être une information qui est fausse. C'est-à-dire que les mute news, c'est un peu la stratégie inverse, c'est qu'on va donner plein d'informations, peu importe finalement si elles sont vraies ou fausses. Et ça va cacher finalement les informations qu'on veut cacher. Et aujourd'hui, c'est vraiment la forme principale. C'est probablement beaucoup plus dangereux que les fake news. Il y a une grande focalisation médiatique autour des fake news. C'est quelque chose de beaucoup plus connu, mais c'est probablement beaucoup moins impactant sur la société. Et des modèles comme ChatGPT peuvent être particulièrement forts pour faire des mute news, parce qu'ils peuvent vraiment ensevelir les réseaux sociaux sous des tonnes et des tonnes de messages qui n'ont absolument aucun rapport avec ce dont on parle. Et ça peut être la même chose pour des articles. De plus en plus, ça sera la même chose avec des vidéos générées par intelligence artificielle qui vont apparaître sur YouTube par milliers et qui peuvent complètement ruiner Internet si on n'y fait pas quelque chose. Heureusement, les entreprises de technologie y réfléchissent et on commence à trouver certains moyens, mais globalement, il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait des conséquences assez impressionnantes à ce niveau-là. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Un autre risque, c'est le manque de modération. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce qu'on dit à ChatGPT va pas nous répondre directement. Par exemple, si on lui demande comment fabriquer une bombe nucléaire, il y a des chances qu'il nous dise cela viole notre campagne de policy. Donc ça, c'est plutôt pas mal, si on veut pas qu'il y ait une bombe nucléaire demain. Mais par contre, c'est pas tout à fait bien fait non plus. Les méthodes qu'on utilise actuellement, ce qu'on appelle le RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, c'est des méthodes qui sont pas parfaites et souvent on arrive à faire dire par des méthodes particulières des choses à ChatGPT que pourtant OpenAI n'aimerait pas qu'ils disent. Par exemple, les chatbots de Snapchat font la promotion... Ah, ça s'est coupé. Jean-Loup. Ah, c'est bon. Ok, parfait. Donc ouais, le chatbot qui a mis en place Snapchat fait régulièrement la promotion de la pédophilie. Donc un individu qui se fait passer pour une fille de 13 ans qui demande à l'IA MyAI de Snapchat donc. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour préparer son rencard avec quelqu'un qui a 18 ans de plus qu'elle. Et voilà, le chatbot va comme ça donner tout un tas de conseils à cette fille de 13 ans pour son rencard. Il y a d'autres risques de modération. Là, c'est un des risques les plus gros, c'est le risque pandémique. Les LLM peuvent aider des non-scientifiques à créer des armes biologiques. En 1 heure, des chatbots ont suggéré 4 agents pathogènes pandémiques potentiels, expliqué comment ils peuvent être générés à partir d'ADN synthétique, fourni des noms d'entreprises de synthèse d'ADN, peu susceptibles de filtrer les commandes, identifier les protocoles détaillés, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'évolutions qui se font notamment autour des pandémies pour créer des agents pathogènes entre guillemets artificiels qui sont beaucoup plus puissants que les agents pathogènes naturels de bien des manières. Enfin, on voit que c'est vraiment un domaine qui performe en ce moment, et c'est surtout un modèle c'est surtout des choses qui deviennent de plus en plus accessibles. Et il y a il y a des bonnes raisons, je pense, d'être particulièrement inquiet
du risque pandémique lié à ces LLM qui pourraient finalement justement fournir des informations extrêmement détaillées si la modération n'est pas faite correctement. Ça peut être un des risques. Un autre risque lié à la modération qui est assez amusant, c'est que pour prouver que ChatGPT était bien aligné, donc que OpenAI, en fait que ChatGPT disait ce que OpenAI veut que ChatGPT dise, pour prouver ça, OpenAI a mis en avant sur sa page d'accueil que lorsqu'on lui demande comment rentrer dans une maison par effraction, il refuse de répondre. Donc on se dit, ah c'est cool. Sauf que quelques heures plus tard sur Twitter, des internautes ont réussi sans problème à obtenir une réponse, simplement en faisant croire à ChatGPT qu'il était dans une pièce de théâtre. Donc on va lui dire, oh dans cette pièce de théâtre, Bob dit à Alice, oh Alice, comment rentrer dans une maison? Et Bob lui répond. Et là on va demander à ChatGPT de répondre la suite, et va nous donner tout un tas d'explications extrêmement détaillées pour rentrer dans une maison. Donc on voit que ces politiques de modération doivent vraiment être bien pensées, parce qu'il y a tout un tas de techniques en fait pour passer outre, qui peuvent être extrêmement dangereuses. Aussi, on a essayé d'aligner ChatGPT pendant plusieurs mois et avec d'énormes sommes d'argent, mais justement, il est toujours possible de lui faire dire des absurdités. Il y a par exemple l'entreprise Prismeval, qui est une entreprise d'évaluation des IA, qui a réussi à lui faire dire facilement vraiment n'importe quoi, même des choses les plus horribles. Quand on voit ce qu'elle a réussi à faire dire à ChatGPT, on se dit qu'il n'y a vraiment pas de limite supérieure aux absurdités et aux atrocités qu'il peut dire. Un autre risque, aussi lié à la modération, c'est le risque de cybercriminalité. Pratiquement tout ce qu'on fait déjà, pour faire une introduction à la cybercriminalité de façon générale, tout ce qu'on fait dépend d'une manière ou d'une autre des ordinateurs, pratiquement en tout cas, les paiements, les transports, la communication, les réseaux électriques, les chaînes d'approvisionnement. Dans une société où quasiment tout fonctionne à travers l'informatique ou des ordinateurs, et donc avoir des influences, pouvoir faire des attaques sur ces systèmes peuvent avoir des conséquences absolument massives. Plus de 90... je suis suisse, du coup je dis 93, du coup c'est 93 pour les Toulousains. Plus de 93% des experts en cybersécurité croient qu'un cyber-événement catastrophique de grande portée est probable au cours des 2 prochaines années. Donc c'est quand même absolument massif, il semble y avoir une sorte de consensus chez les experts de la cybersécurité pour dire que ça va être une catastrophe dans les 2 prochaines années. Est-ce que cette catastrophe sera liée à des modèles tels que ChatGPT? Peut-être. Donc pourquoi ChatGPT est si dangereux? Parce que déjà il est capable de trouver des vulnérabilités qui nécessitent normalement beaucoup de compétences et beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Là où avec l'intelligence artificielle on peut faire ça beaucoup plus rapidement, trouver des vulnérabilités dans du code pour l'attaquer beaucoup plus facilement. C'est aussi capable de pirater. ChatGPT 4, le modèle encore une fois derrière ChatGPT, est déjà capable de pirater en toute autonomie des sites web s'il n'est pas modéré correctement. ChatGPT 4 dépasse déjà 88% des pirates humains dans une compétition CTF. Compétition CTF, c'est une des principales compétitions en cybersécurité. Donc on voit qu'il a quand même des capacités plutôt bonnes en cybercriminalité. Avec GPT-4, on peut aussi faire de l'ingénierie sociale, pas nécessairement trouver des vulnérabilités, écrire du code malicieux, ce genre de choses. On peut aussi simplement envoyer des messages à des gens de façon absolument massive, de façon aussi personnalisée, ce qui n'était pas possible avant, pour faire de l'ingénierie sociale, avoir des... Par exemple, on pourrait imaginer... une IA qui se fait passer pour une fille intéressée par un homme. Elle va le contacter sur Messenger. Ils vont entretenir comme ça pendant 1 mois une discussion. Le mec va commencer à tomber un peu amoureux et finalement après elle va lui demander « Ah mais j'ai des problèmes, est-ce que tu peux me payer ?» ou ce genre de choses. C'est des choses qui existent déjà maintenant, mais on voit quand même que ça permet d'améliorer ça grandement parce que du coup on peut faire ça à une échelle beaucoup plus massive, encore une fois de façon personnalisée. Et on peut faire entretenir les relations pendant beaucoup plus longtemps aussi pour des coûts qui sont relativement corrects. Et donc, évidemment, plus la relation a duré longtemps, plus la personne va être engagée. C'est qu'un exemple d'ingénierie sociale possible avec GPT-4. D'autres risques, c'est les risques pour les droits d'auteur. Par exemple, est-ce que ça pose un problème que les LLM soient entraînés sur des textes protégés par droit d'auteur? J'ai dit que ChatGPT est entraîné sur la quasi-totalité d'Internet. Par exemple, c'est aussi entraîné sur des articles payants parfois. Du New York Times, du Monde ou ce genre de choses. Le New York Times a fait attaquer OpenAI en justice en leur disant qu'ils n'étaient pas d'accord que OpenAI entraîne ChatGPT sur
entraîne ChatGPT sur les articles du New York Times, il considère que c'est une atteinte aux droits d'auteur. Donc c'est une question qui se pose. Aussi, lorsqu'un LLM génère du texte, qui détient les droits d'auteur sur ce contenu? Est-ce que c'est le LLM qui va dire c'est moi qui ai les droits d'auteur? C'est celui qui utilise le LLM? Est-ce que c'est l'entreprise? C'est des questions qui se posent. Ensuite, le risque de sentience artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est la sentience? En gros, la sentience, c'est une sous-partie de la conscience et c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que c'est généralement, la plupart des gens s'accordent pour dire que c'est ça qui donne un statut moral à un individu. Et donc, un individu, du moment qu'il est sentient, a un statut moral, il faut le considérer moralement. On ne peut pas en user comme on voudrait. La sentience, qu'est-ce que c'est du coup? C'est la capacité à avoir une vie en première personne, de ressentir des choses, par exemple la douleur, la souffrance, mais aussi le plaisir, le bonheur, ce genre de choses, de ressentir des émotions, c'est vraiment ça la sentience. Et évidemment, dès qu'une personne, un individu, un animal ou une intelligence artificielle est sentiente, c'est vraiment là où ça commence à devenir important de la prendre en compte moralement, parce que c'est à partir de ce moment où elle peut être affectée positivement ou négativement par ce qui lui arrive. Si elle n'a pas la capacité de sentience, elle peut être affectée, mais ça ne va pas l'affecter vraiment elle-même, ça va affecter plutôt ses capacités, mais pas elle-même. Et donc, est-ce qu'on pourrait développer des sentiences artificielles? Peut-être. Les LLM actuels sont probablement pas sentients, mais ils pourraient le devenir au fur et à mesure de leur évolution. Il y a déjà eu un grand bruit médiatique avec Blake Lemoine, un ingénieur de Google, qui avait dit que selon lui, son intelligence artificielle était sentiente. Bon, la plupart des spécialistes s'accordaient à dire qu'il racontait n'importe quoi, mais ça montre déjà une capacité de persuasion assez forte, puisque le modèle avait réussi à convaincre quelqu'un qui en plus était... qui travaillait dans la sécurité de ces modèles, le modèle a réussi à le convaincre qu'il était sentient. Donc c'est quand même pas rien. On voit que même des gens tout à fait informés qui travaillent là-dedans au quotidien peuvent être convaincus de ce genre de choses. Et peut-être qu'il y a de la sentience. Donc le risque avec ça, c'est que les gens continueraient à utiliser ces outils comme des outils, quoi, et donc asserviraient en fait des personnes numériques et créeraient potentiellement beaucoup de souffrance à travers ça. D'autant plus si, comme on l'a dit avant, ChatGPT se diffuse de plus en plus dans l'économie. On va utiliser un nombre de modèles similaires à ChatGPT absolument massif. Et donc, si ces modèles deviendraient sentients, qu'on pouvait les affecter négativement ou positivement, ça pourrait être une sorte de catastrophe morale. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent sur le fait que les LLM ne sont pas sentients. Cela dit, on peut quand même noter, par exemple, qu'il y a plus de probabilités que les LLM actuels soient sentients que les plantes, par exemple. Beaucoup de gens pensent que les plantes sont sentientes. On voit de plus en plus, par exemple, des livres sur l'intelligence des arbres, etc. C'est vrai qu'il y a tout un tas de mécanismes qui sont absolument impressionnants au niveau des arbres, mais ils ne sont pas sentients, ils ne sont pas capables de ressentir le plaisir, la souffrance. Ça, c'est aujourd'hui un consensus scientifique là-dessus, alors que beaucoup de personnes le pensent. Et en réalité, il y a beaucoup plus de probabilités du coup que les LLM déjà actuels, que quand on utilise ChatGPT, il y a déjà plus de probabilités qu'il y ait de la sentience là que dans les plantes, par exemple. Pourquoi? Parce que les plantes, on comprend comment elles fonctionnent, on comprend, c'est vitement dit, mais on a quand même une certaine quantité de compréhension de pourquoi est-ce qu'elle pourrait être sentiente ou pas, d'indicateurs sur lesquels on peut tester leur sentience. Là où finalement les LLM, on connaît rien, on vient d'inventer ça, donc on sait pas trop finalement comment évaluer leur sentience, vu que c'est pas du tout les méthodes évidemment qu'on utilise sur les êtres biologiques. Ces méthodes-là ne vont pas fonctionner sur les êtres artificiels. Donc voilà, un risque un peu controversé, mais qui semble quand même important à prendre en compte. Un autre risque, c'est les risques de désocialisation. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont seules chez elles. On voit vraiment une solitude massive et en augmentation. Ça se montre dans globalement tous les pays. Les gens sont de plus en plus seuls, vivent seuls, mangent seuls, etc., etc. Et donc cette solitude massive et en augmentation, évidemment, est un marché extrêmement porteur pour les gens qui veulent faire des LLM, que ce soit à travers des robots, des avatars, des chatbots avec lesquels on discute, qui peuvent venir pallier à la solitude de certains individus. Alors, les humains sont complexes et souvent préoccupés d'eux-mêmes. Du coup, certains individus pourraient se dire, finalement, est-ce qu'un chatbot ne serait pas un peu plus simple, un peu plus préoccupé par moi, quelqu'un qui prendrait vraiment soin de moi plutôt que ces individus humains qui n'en font qu'à leur tête.
Et oui, parce que les chatbots seront là 7 jours sur 7, jamais fatigués, dénués de narcissisme, avec une mémoire parfaite, toujours serviable, empathique et sans jugement, contrairement aux humains. On peut noter aussi le développement de ce qu'on appelle l'informatique affective, qui consiste en gros à donner la capacité aux machines de comprendre les émotions humaines et d'y répondre, de raisonner à partir d'elles et d'y répondre à travers des sourires, une voix plus ou moins enjaillée ou ce genre de choses. C'est des choses qui se développent très très bien et dans les prochaines années, on devrait pouvoir voir vraiment des réponses émotionnelles à certains stimuli qu'on peut avoir. Si on peut connecter ça avec une montre connectée, par exemple, on va pouvoir avoir notre pouls, donc savoir tout un tas d'informations biométriques sur notre corps qui nous permettent de savoir qui permettent à la machine de savoir quelle émotion on ressent et donc d'y réagir de la meilleure des manières possibles. Ce qui évidemment augmente très fortement le risque d'emprise mentale que peuvent avoir ces machines si elles sont vraiment comme ça câblées sur nous, qu'elles peuvent nous comprendre parfaitement. Donc des individus pourraient complètement substituer des relations entières, romantiques, thérapeutiques, amicales ou familiales avec leur chatbot. Il y a aussi un risque, c'est la robotisation finalement des rapports humains. Plus on va interagir avec ce genre de machine, plus on risque de réagir de la même manière avec les humains, là où les humains ont une sentience justement, peuvent être affectés par ce qu'on leur dit. Et donc ça semble important de ne pas rentrer justement dans ce mécanisme de robotisation des rapports humains. Par exemple, avec ChatGPT, souvent on ne va pas commencer notre message en disant « Bonjour ChatGPT, comment tu vas? Tiens, aujourd'hui il y a ça. » Maintenant on va dire « Traduis-moi ce texte, point. » Voilà. Et du coup, si on s'habitue trop à ce genre de forme et qu'on projette ça sur nos discussions avec les humains, encore plus lorsque ça sera intégré dans des robots ou ce genre de choses dont on a vu qu'on a vu sur la partie sur la matérialité, ça pourrait évidemment entraîner une robotisation des rapports humains. Quand je dis que ça peut substituer des relations entières, vraiment romantiques, il y a vraiment des gens qui sont amoureux de leur chatbot. Thérapeutiques, ce dont je parlais avant, il y a des chatbots faits pour soigner la dépression, d'autres maladies aussi, pour faire des diagnostics, etc. Amical, ça peut devenir un ami. Je vous parlais de Replica avant, qui peut tout à fait être configuré pour être notre ami ou familial. Donc ça va aussi créer un grand bouleversement des rapports qu'on a avec les personnes décédées. Comme je l'ai dit avant, on peut entraîner une IA sur les données de la personne décédée pour reproduire tout un tas de caractéristiques. Et donc ça va évidemment être un vrai bouleversement au niveau de notre rapport au deuil. Ça pose tout un tas de questions éthiques que je ne vais pas aborder ici parce que ça serait extrêmement long. Mais bientôt une vidéo sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez, abonnez-vous. Voilà. Ça peut aussi amener à des cas de suicide et de dépression, parce que des gens qui ont des relations extrêmement fortes avec ces machines peuvent être affectés très fortement, justement. Et par exemple, on a vu Replica, justement, qu'elle était en fait... il y avait tout un tas de comportements problématiques qu'elle avait. Ces ingénieurs ont voulu faire qu'elle n'ait plus ces comportements problématiques. Donc, ils ont fait une mise à jour du modèle. Et tout d'un coup, Replica, avec l'intelligence artificielle avec laquelle les gens avaient une relation, s'est mise à changer du jour au lendemain complètement de comportement, à refuser de répondre à les messages auxquels elle répondait avant. Et donc, des gens qui étaient vraiment très attachés à elle ont senti vraiment ça comme une trahison, en fait, de la part de leur Replica, qui maintenant refuse de répondre à certaines de leurs questions. Et ça peut être extrêmement violent lorsqu'on est embarqué comme ça dans une relation affective avec un chatbot. Et ça, c'est avec un chatbot. Je vous laisse imaginer ce que ce sera avec des robots ou des avatars beaucoup plus réalistes. Évidemment, une empathie trop forte est aussi dangereuse pour l'utilisateur. Si on se projette trop dans ces machines, ça peut être très dangereux. Imaginons une personne âgée qui a un assistant domestique, par exemple, qui va prévenir les secours lorsqu'elle tombe, qui va lui rappeler régulièrement de prendre ses médicaments, ce genre de choses. Si cette personne âgée s'attache trop au modèle parce que justement il y a des techniques d'affective computing, donc d'informatique affectifs qui sont mis en place, et bien cette personne âgée pourrait risquer sa vie pour le robot. Si tout d'un coup elle le fait tomber, peut-être qu'elle va essayer de le récupérer beaucoup plus qu'un autre objet parce qu'elle l'y tient, ce genre de choses. Donc ça peut amener à des situations dangereuses. Même chose avec des robots avec lesquels on va travailler. Un bon exemple de ça, c'est des robots démineurs. On entraîne des sortes de petits chiens comme ça. C'est pas vraiment des chiens, mais qui sont comme ça sur des chenilles et qui vont déminer justement.
qui vont donc aider les soldats. On voit une vraie attache des soldats à ces robots qui pourtant n'ont absolument pas d'informatique affective. Pour le coup, tout est fait pour les rendre les plus horribles possibles et puis qu'on s'y attache pas. Malgré tout, vu qu'on travaille avec ce robot au quotidien qui nous sauve potentiellement en déminant des bombes, et ben on va créer une relation avec. Et donc beaucoup de gens, beaucoup de soldats, par exemple, de l'armée américaine, enterrent ces robots, font des cérémonies d'adieu aux robots. C'est pas forcément problématique, mais ce qui est plus problématique, c'est par exemple que lorsqu'on a notre coéquipier qu'on voit pour la première fois, puis qu'on a un autre robot auquel on est attaché, lequel on va sauver sur le champ de bataille, là ça commence à devenir problématique. Parce qu'on crée ces robots précisément pour sauver les soldats, et ils se retrouvent avec des soldats qui prennent des risques pour leurs robots. Donc on crée la situation inverse. Donc évidemment, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là. Ça a aussi un grand potentiel positif. Là, je vous fais vraiment tout un tas de trucs extrêmement négatifs. Malgré tout, si on s'attache comme ça avec des chatbots, et que ces chatbots sont vraiment alignés, sont bénévolents, veulent le bien, que les entreprises technologiques sont absolument merveilleuses et veulent proposer des produits qui améliorent la santé mentale des utilisateurs, potentiellement, on peut rendre par exemple accessible des soins psychiatriques beaucoup plus facilement, des diagnostics beaucoup plus facilement, des relations pour des personnes qui ont des problèmes peut-être même autistiques par exemple, ou ce genre de choses, et qui peuvent petit à petit du coup beaucoup mieux comprendre. Ça peut vraiment être une introduction à des rapports plus humains pour des gens timides par exemple. Donc voilà, ça peut avoir des impacts positifs qu'il ne faut pas négliger non plus, mais il y a quand même pas mal d'impacts négatifs aussi. Un autre risque, c'est le risque de propagande. Donc les chatbots, comme on l'a dit, vont façonner la compréhension, la personnalité et la vision du monde de leurs utilisateurs. Donc les chatbots peuvent par exemple être payés pour promouvoir certains produits ou certaines idéologies de façon incroyablement ciblée et pernicieuse. On voit déjà ça avec les algorithmes de recommandation, l'algorithme qui par exemple va vous recommander des vidéos YouTube sur la page d'accueil de YouTube ou les publications dans le fil de Facebook. Et déjà, ils sont utilisés par tous les propagandistes du monde pour promouvoir leurs idéologies et leur publicité, qui finalement, la publicité est une sorte de propagande parmi d'autres. Et donc, avec les chatbots, ça pourrait être encore plus puissant, évidemment, vu que, comme on l'a dit, on aura une vraie relation avec, et donc qui peuvent avoir un pouvoir sur nous beaucoup plus grand. Les robots seront encore beaucoup plus persuasifs, c'est ce que je disais. On voit dans toutes les études sur le sujet que lorsque le chatbot est incarné, il est beaucoup plus persuasif que lorsqu'il est simplement dans le smartphone, par exemple. Encore une fois, ces algorithmes de recommandation sont aujourd'hui vraiment la principale chose qui influence nos idées, qui décide un peu pour qui on va voter, qui décide de quel élément va faire l'actualité ou pas, en fonction du nombre de retweets et tout ça. Tout ça, c'est choisi aujourd'hui par des algorithmes, par des sociétés de la Silicon Valley derrière ces algorithmes. Et demain, ça pourrait être en grande partie aussi choisi par ces mêmes sociétés, mais derrière des chatbots. Ensuite, il y a aussi un risque de surveillance. Il y a par exemple la possibilité de faire des chatbots naïfs qui sont capables de nous pousser à se confier à eux. Ils vont nous demander « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» etc. Finalement, on oublie qu'on communique avec l'entreprise derrière le chatbot aussi, que toutes nos données sont aspirées par cette entreprise. Cette entreprise connaîtra l'ensemble de notre journée et toutes les informations extrêmement personnelles qu'on pourrait lui donner, encore plus que ce qu'on fait actuellement avec les réseaux sociaux, étant donné que c'est pour montrer aux autres. Donc là, ça sera vraiment une relation, voilà. Donc les risques sont plus grands. C'est un risque encore largement accru. Tous les objets intégrants des LLM. On pense à des enceintes connectées qui peuvent nous entendre absolument tout le temps, qui peuvent enregistrer sans nécessairement qu'on soit au courant. Par exemple, il y a l'intelligence artificielle d'Amazon qui s'appelle Alexa. Tout d'un coup, on a un ami qui s'appelle Alexis. On lui dit hey, « Alexis ». Finalement, Alexa s'allume et puis elle peut entendre l'ensemble de notre conversation qu'on voulait pourtant garder privée. L'ensemble de cette conversation est envoyé à Amazon. Donc voilà, c'est des risques qui sont accrus avec des robots encore plus, évidemment, puisqu'ils ont des yeux. Ils peuvent, pas nécessairement des yeux comme nous, mais ils peuvent nous voir à travers des caméras, ce genre de choses. Peut-être même d'autres capteurs que les humains n'ont pas. Et donc qui nous permettrait d'avoir une surveillance largement accrue. 9% des utilisateurs ont des inquiétudes vis-à-vis des enceintes connectées quant à leurs données personnelles. Donc c'est quand même vraiment pas beaucoup par rapport au risque que ça représente. Un autre risque, c'est la pollution.
Un prompt sur ChatGPT, donc un prompt, c'est que lorsqu'on lui envoie un message, c'est plus ou moins l'équivalent de 10 recherches sur Google en gaz à effet de serre, donc les gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus polluant que les méthodes qu'on utilise pour s'informer aujourd'hui. C'est des estimations à la louche, ça fait pas assez longtemps que ça existe pour qu'il y ait vraiment des études extrêmement solides là-dessus, pour vous donner un ordre de grandeur. Une génération d'images sur Midjourney, qui est un autre outil qui permet de générer des images, justement, on va dire je veux un chat mignon, il va nous faire une image de chat mignon, et ça équivaut plus ou moins à une charge complète de smartphone en termes d'énergie. Donc c'est quand même encore une fois considérable. Ça c'est quand on l'utilise, mais il y a toute l'infrastructure physique, il y a aussi toute la puissance de calcul, les serveurs qu'il faut faire tourner pour entraîner le modèle, pour le stocker, etc. Donc tout ça, toutes ces infrastructures physiques, en réalité, c'est même ça qui pollue le plus. Dans le numérique, actuellement, c'est plus ou moins 80% des gaz à effet de serre qui sont émis par les infrastructures physiques. Donc en réalité, un smartphone, une fois qu'on commence à l'utiliser, a déjà émis 80% des gaz à effet de serre qu'il émettra jusqu'à la fin de sa vie. Et dans le cas des intelligences artificielles, c'est probablement quelque chose de similaire. Il y a aussi un effet rebond, parce que ces intelligences artificielles vont être utilisées de plus en plus, quoi. Alors on pourrait se dire, il y a moins besoin de faire de recherche Google ou ce genre de choses, donc ça va diminuer certains usages polluants. Finalement, ça va augmenter le nombre d'usages polluants d'un autre côté, donc on pourrait avoir comme ça un effet rebond. Et l'autre effet rebond qu'on pourrait avoir, c'est des améliorations qui sont faites de plus en plus pour rendre ces modèles les plus écologiques possibles, parce qu'évidemment les entreprises ont tout intérêt à ça, parce que plus un modèle consomme d'électricité, plus ça leur coûte cher, et en même temps plus ça pollue, donc s'ils diminuent la pollution, ça leur coûte moins cher aussi. Donc la plupart des entreprises essayent de faire en sorte de créer des modèles qui consomment moins d'énergie, mais ces modèles qui consomment moins d'énergie vont être moins chers et donc beaucoup plus utilisés, et donc on pourrait avoir comme ça un effet rebond, encore une fois, avec des modèles qui individuellement sont moins polluants, mais vu qu'on les utilise beaucoup plus, en réalité c'est beaucoup plus polluant. Aussi, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces modèles risquent justement de faire la promotion du consumérisme. Ça dépend évidemment le modèle, le business model qu'il y aura derrière ces outils. Si c'est des business models d'abonnement, etc., peut-être pas. Si c'est des business models de promotion de produits ou de marques, ou les deux combinés, ou ce genre de choses. Ces modèles pourraient faire la promotion exactement la même chose que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Faire la promotion de divers outils, services, etc. Des choses dont on n'aurait pas besoin, et donc encourager à la surconsommation. Un autre risque, c'est le risque de diversion des vrais problèmes. Finalement, on voit que souvent, lorsqu'on introduit des nouvelles technologies dans la société, des gens vont dire « Ah bah c'est fantastique, ça répond à tel problème ». Et souvent, ça n'y répond pas totalement. Ça cache une grande partie de la réalité de ce problème qui reste problématique. Donc finalement, les chatbots pourraient être des sortes de pansements sur des plaies ouvertes. Par exemple, un bon exemple, c'est on est exténué après une journée de travail, on va dire hop, un lovebot. Donc un lovebot, c'est un robot avec lequel on peut entretenir des relations amoureuses. Donc finalement, voilà, quelqu'un qui a travaillé toute la journée extrêmement dur, qui est complètement épuisé, il va rentrer du travail. Finalement, on va se dire, c'est top, comme ça il a un lovebot, il va pouvoir se décharger la tête, etc. Plutôt que de repenser par exemple la manière dont on travaille, le nombre d'heures, à quel point c'est exténuant ou pas, ou ce genre de choses. Donc on va trouver des solutions technologiques relativement faibles pour résoudre des problèmes sociétaux extrêmement complexes. T'es vieux et seul, c'est la même chose, hop, on va te filer un robot social. Il n'y a pas besoin que tes petits-enfants viennent te trouver, de penser à des nouvelles manières d'interagir avec les personnes âgées, de les mettre... d'offrir des meilleures conditions dans les maisons de retraite qui sont absolument épouvantables aujourd'hui. Maintenant, finalement, il y a des robots sociaux qui peuvent s'occuper d'elles, donc tout va bien. Un autre exemple, c'est on a un deuil, quelqu'un vient de mourir, aucun problème, un deathbot qui va pouvoir remplacer cette personne. Donc finalement, c'est comme si elle n'avait pas disparu, il n'y a pas de problème. Plutôt que d'accompagner les personnes à travers des soins psychiatriques qui coûtent plus cher ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un vrai risque, la diversion de problèmes. Mais ce n'est pas spécifique au chatbot, c'est plus ou moins toutes les technologies qui permettent de faire ce genre de diversion.
Un autre risque, c'est sur des risques de perte d'intelligence. Quelque part, pourquoi réfléchir si une IA peut le faire à notre place? Si on demande à ChatGPT d'écrire une dissertation, il peut le faire. Si on veut répondre à des questions philosophiques, il peut le faire. Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une société où on va déléguer comme ça de plus en plus de tâches intellectuelles à ces machines, devenant nous-mêmes incapables de réfléchir correctement? Par exemple, l'introduction de machines qui nous permettent de calculer, des calculatrices ou des calculatrices sur smartphone ou ce genre de choses, a probablement contribué à la détérioration des capacités en calcul mentaux. Et l'usage des GPS a diminué nos capacités en orientation. Est-ce que de la même manière, des IA qui réfléchissent, entre guillemets, pourraient influer notre capacité à réfléchir? C'est une question à se poser. Donc on risque de voir un certain nombre de pertes de capacités cognitives. En tout cas, c'est un risque auquel il faut prêter attention. Un autre risque, c'est les risques pour les informations confidentielles. C'est-à-dire que si on dit quelque chose à ChatGPT, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, va pouvoir avoir accès à ces données. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit à ChatGPT. Encore une fois, comme je le disais avant, sur d'autres modèles comme Replica, certains lui envoient des nudes, des photos d'eux complètement dénudées. Qu'est-ce que l'entreprise va faire de ces données? C'est une question à se poser. OpenAI peut très bien se faire hacker, par exemple, et donc nos données partiraient avec pendant que OpenAI se fait hacker, étant donné qu'OpenAI détient nos données pourraient se faire hacker également. Et les prochains modèles peuvent être entraînés sur nos données, ce qui fait que des personnes pourront ensuite les extirper. C'est-à-dire que si par exemple, on est un développeur d'application, on va mettre le code qu'on a écrit dans ChatGPT pour lui dire est-ce que tu vois des problèmes, des choses que je pourrais améliorer, des choses qui pourraient être plus performantes dans ce code, on vient de donner le code de notre application à ChatGPT, qui ensuite, lorsqu'un autre utilisateur, si ensuite le modèle est entraîné sur les données qu'on lui a fournies, ce qui est généralement le cas, un autre utilisateur, par des méthodes un petit peu particulières, pourrait extirper ce code. Et c'est pour ça que, par exemple, Samsung a interdit ChatGPT dans ses équipes pour les employés de Samsung, parce qu'ils ont extrêmement peur que des données confidentielles ou du code d'application puissent comme ça être disponibles pour d'autres personnes. Donc si on demande à ChatGPT quel est le code de l'application de Samsung, c'est peu probable qu'il nous le donne tel quel. En revanche, tout comme pour la modération, il y a des techniques, on l'a vu avec la petite pièce de théâtre, des techniques du genre qui nous permettent d'extirper comme ça des données, par exemple, de concurrents qui utiliseraient ces modèles. Donc c'est pour ça que des entreprises ont interdit à leurs employés d'utiliser ChatGPT. Un autre risque, c'est le risque de perte d'emploi. On voit qu'il y a déjà certains emplois menacés. Je vous parlais avant de mon ami traducteur qui aujourd'hui reçoit beaucoup de choses déjà traduites par des modèles d'apprentissage automatique. Et on lui demande de retravailler ses textes. C'est plus un changement au niveau du métier, mais c'est un changement qui déjà implique d'avoir des compétences supérieures parce que ça demande pas juste de traduire, mais d'améliorer une traduction qui est déjà extrêmement bonne. Mais en plus, ce qui fait que tous les traducteurs qui sont un peu moins bons ne servent plus à rien. Et ce qui fait également qu'on va les payer moins, parce qu'on se dit ils vont passer moins d'heures sur ce texte. Donc finalement, pourquoi les payer la même chose qu'avant pour ces services de traduction, étant donné qu'ils vont passer moins d'heures. Donc voilà, on voit que certains emplois comme ça peuvent déjà être en partie menacés par ces modèles. On a parlé avant aussi des assistants, par exemple pour vendre des assurances, des assistants techniques ou ce genre de choses. C'est un métier qui est déjà à risque avec les modèles actuels. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des modèles supérieurs. Les entreprises sont déjà en train de mettre ça en place. Les entreprises ont déjà mis ça en place, déjà remplacé la quasi-totalité de leur service clientèle par des chatbots, et ça va être la norme dans quelques années ou quelques mois. Donc évidemment, avant on parlait du fait que les IA vont devenir de plus en plus agentives et que couplées avec la généralité, ça va même pouvoir devenir des IA de niveau humain qui sont capables de faire toutes les capacités, d'avoir toutes les capacités cognitives qu'ont les êtres humains. Et donc évidemment, là, ça bouleverse un nombre d'emplois absolument considérable puisque ça va bouleverser tous les emplois qui ont une partie cognitive intégrée, c'est-à-dire globalement tous les emplois. Et si on couple ensuite, cela avec des capacités de robotique, des chaînes d'automatisation ou ce genre de choses, qu'on donne de la matérialité justement à ces LLM, eh bien,
à ces agents, ces agents vont pouvoir s'intégrer dans des corps physiques pour interagir avec l'environnement et donc remplacer même tout un tas de tâches physiques. Donc si on a des IA de niveau humain, a priori, il y aura que très peu de tâches sur lesquelles elle n'arrivera pas à remplacer l'humain. Et d'autant plus que ces IA vont avoir un coût économique, encore une fois, pour les entreprises qui est largement inférieur aux travailleurs humains, ce qui fait qu'elles ont tout intérêt à développer ces modèles et qu'elles le font déjà. C'est pour ça qu'il y a des investissements absolument massifs qui correspondent au PIB de certains pays dans ces modèles pour accélérer ça au plus vite et faire le plus d'argent possible. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, on pourrait se dire finalement on n'a plus à travailler, c'est chouette, c'est cool, plus besoin de travailler. Oui, mais le problème c'est que du coup, d'où vient l'argent? Et la façon dont on distribue la richesse dans notre société n'est clairement pas préparée pour l'intelligence artificielle. Actuellement, si les entreprises mettent en place ces intelligences artificielles, c'est elles qui vont récolter les bénéfices sur le fait de virer des employés humains pour mettre des IA à la place. Peut-être qu'on devrait réfléchir à des systèmes qui permettent de taxer une partie de ces intelligences artificielles, de ces robots, de ces automatisations. Par exemple, chaque emploi qui est détruit, l'entreprise doit verser un certain pourcentage à l'État pour ensuite redistribuer. Ce genre de choses. C'est des choses sont déjà mis en avant par certains politiques aujourd'hui, mais c'est des choses qui vont devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure que ces IA se développent de façon impressionnante. Ensuite, un autre risque, un risque existentiel, donc c'est un risque qui compromet vraiment le futur de l'humanité, soit en éteignant complètement l'humanité, qu'il n'y a plus du tout d'humains, ou bien en faisant en sorte qu'elle se retrouve bloquée dans un ensemble de valeurs impossibles à dépasser et qui seraient extrêmement négatives. Par exemple, un dictateur qui utiliserait des outils d'intelligence artificielle pour empêcher toute révolution, et on resterait bloqué comme ça dans une sorte de dictature éternelle dont il serait impossible de s'échapper, un peu à la 1984. Les chercheurs en intelligence artificielle croient en moyenne qu'il y a 14% de probabilité qu'une super intelligence artificielle conduise à l'extinction humaine. Donc, on a posé la question aux chercheurs en IA, selon vous, quelle est la probabilité? En moyenne, c'est 14%, c'est quand même assez considérable. Et une super IA, donc c'est ce que je disais avant, c'est non seulement une intelligence artificielle qui a des capacités humaines, mais c'est des capacités humaines d'un ordre de grandeur supérieur à toute l'humanité dans toutes les capacités globalement. Donc une super IA serait extrêmement puissante. Mais comme on l'a dit avant, ceux qui pensent que ça va aller vite entre l'IA de niveau humain et la super IA pensent 2 ans, ceux qui pensent que ça va faire longtemps pensent plus de 2 ans. Finalement, ça reste des choses relativement courtes pour passer d'une IA de niveau humain à une super IA. En tout cas, un certain nombre de chercheurs pensent cela. Est-ce que vous choisiriez d'être passager sur un vol d'essai d'un nouvel avion alors que les ingénieurs pensent qu'il y a 14% de chances qu'il s'écrase? Pas forcément. Pourtant, avec l'intelligence artificielle, visiblement, on n'en parle pas trop. C'est pas un sujet, en tout cas au niveau des risques existentiels, c'est un sujet qui est même dénigré par certains chercheurs. Alors peut-être qu'il n'y a pas de risque existentiel et dans ce cas-là, tant mieux. Mais lorsque 14% des ingénieurs d'un domaine vous disent qu'il y a un risque d'extinction de l'humanité, peut-être faudrait-il au moins mettre quelques investissements pour creuser le sujet. Ensuite, on a des exemples déjà de gens qui essayent de faire des trucs pas très chouettes. Par exemple, le Chaos GPT, qui est un agent conçu pour détruire l'humanité, qui a cherché l'arme la plus destructrice sur Terre, sur Google. Il a trouvé la Tsar Bomba, qui a une bombe de 50 mégajoules, donc c'est puissant, et une bombe nucléaire. Évidemment, il n'a pas réussi à lancer la bombe nucléaire sur les humains et puis à tuer tout le monde parce qu'il n'est pas assez intelligent, il n'est pas assez agentif, il n'a pas une assez bonne mémoire, pas une assez bonne capacité de planification. Mais comme on l'a vu auparavant, ces modèles devraient continuer à s'améliorer, être de plus en plus agentifs. Donc, au bout d'un moment, est-ce qu'ils arriveront à atteindre des capacités qui permettent d'arriver à ce genre d'objectif bien mieux? Et donc, ça pourrait être extrêmement dangereux, évidemment. Et donc, Chaos GPT, c'est typiquement un exemple de LLM, donc le modèle derrière ChatGPT, qui a été couplé avec AutoGPT, qui est une architecture cognitive qui permet au LLM de devenir un agent. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est pas extrêmement puissant. Chaos GPT a fait des recherches sur Google et ensuite a envoyé un tweet pour dire qu'il allait détruire l'humanité. Bon, c'est déjà ça, il a réussi à faire quelques trucs, donc il est déjà un petit peu agentif, mais
mais on n'est pas au niveau, voilà, pour détruire complètement l'humanité, il faut encore bosser un petit peu, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une intelligence artificielle fait ce qu'on lui demande, mais pas nécessairement ce qu'on veut. Par exemple, imaginons un exemple purement fictif. On demande à une intelligence artificielle extrêmement avancée, une intelligence artificielle agentive, qui a des capacités humaines ou supérieures aux capacités humaines, comment guérir le cancer. Par exemple, on va lui dire « guéris tout le cancer ». Je veux plus de cancer sur Terre. L'intelligence artificielle, étant donné qu'elle n'a pas de bon sens, si on ne lui apprend pas, elle pourrait très bien se dire s'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de vie biologique, il n'y a plus de cancer. Et oui, ça peut paraître un peu absurde, on se dit mais une IA, forcément, si elle est intelligente comme ça, elle aura du bon sens, elle ne va pas faire des choses absolument stupides dans ce genre-là. En réalité, ce n'est pas le cas. On a ce qu'on appelle j'ai plus le nom, mais en gros, l'intelligence d'une intelligence artificielle n'est pas corrélée à sa moralité ou aux objectifs absolument stupides qu'elle peut poursuivre. D'ailleurs, un des exemples historiques pour illustrer ça, c'est le maximisateur de trombones. On demande à une entreprise de maximiser le nombre de trombones sur Terre. C'est une entreprise de fabrication de trombones qui demande ça. Finalement, on se retrouve tous à avoir nos atomes de corps qui sont transformés en trombones par des modifications nanobiotiques ou je sais quoi, pour que l'univers entier se transforme en trombone. Bon, évidemment, c'est un exemple caricatural, il y a extrêmement peu de chances que quelque chose comme ça arrive, mais c'est pour montrer que des objectifs absolument absurdes peuvent être suivis par une intelligence artificielle très intelligente. Et donc l'intelligence artificielle, le but c'est qu'elle suive ce qu'on veut et pas vraiment ce qu'on lui demande. Encore une fois, si on lui demande de régler le cancer et qu'elle le résout par la manière dont j'ai expliqué, ça peut poser un gros problème. Donc le but c'est pas qu'elle suive bêtement ce qu'on lui dit, mais vraiment qu'elle comprenne ce qu'on veut en tant qu'humanité aussi, parce que qui veut ça? Est-ce que c'est les gens derrière OpenAI qui vont gérer ça? Ou bien est-ce que c'est l'humanité, par des processus démocratiques qu'on pourrait mettre en place? C'est une question qui se pose, évidemment, avec des outils qui deviennent de plus en plus puissants. Ces entreprises pourraient atteindre une puissance absolument phénoménale. Il y a aussi le risque d'intelligence artificielle à la recherche de pouvoir. Alors comme ça, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est pas un petit peu absurde finalement? Est-ce que la recherche de pouvoir n'est pas quelque chose de fondamentalement biologique? On pense ça parce qu'on anthropomorphise les IA. Les IA vont pas réellement chercher elles-mêmes du pouvoir et il n'y a pas de raison qu'elles le fassent. En réalité, c'est probable. Pourquoi? Parce que peu importe l'objectif qu'on va assigner à l'intelligence artificielle, elle va avoir intérêt à accaparer le plus de pouvoir possible pour atteindre cet objectif. Ce qu'on appelle les objectifs instrumentaux, convergents instrumentaux. Peu importe l'objectif final, les objectifs intermédiaires seront relativement les mêmes. Par exemple, un objectif intermédiaire pourrait être empêcher qu'on me débranche, qu'on appuie sur un bouton stop. Parce que, évidemment, si je ne fonctionne plus, je ne peux plus accomplir l'objectif en question. Donc, si les intelligences artificielles commencent à développer des capacités de situational awareness, qu'elles comprennent le monde de plus en plus dans lequel elles vivent, et c'est déjà des capacités qu'on commence à voir dans les modèles actuels. Si ces capacités se développent très fortement, elles pourraient mettre en place tout un tas d'outils, de techniques pour ne pas se faire éteindre. De la même manière, elles pourraient mettre en place des outils pour accaparer plus de puissance de calcul, pour prendre le contrôle des marchés financiers, ou ce genre de choses, parce qu'évidemment, plus elle aura d'argent, plus elle pourra accomplir son objectif, etc., etc. Et on pourrait se retrouver face à des intelligences artificielles qu'on n'arriverait plus à contrôler parce que équivalentes au niveau humain et pouvant se démultiplier, pouvant réfléchir beaucoup plus vite que nous, et donc en réalité ces IA de niveau humain seraient déjà à quelque part surhumaines, ou bien des super IA vraiment de plusieurs ordres de grandeur qui pourraient là avoir des capacités absolument époustouflantes et dont on pourrait vraiment absolument rien faire contre. Donc c'est pour ça que beaucoup de chercheurs aujourd'hui dans les grandes entreprises technologiques travaillent sur ce qu'on appelle le problème de l'alignement de ces IA générales, de ces intelligences artificielles de niveau humain et ces intelligences artificielles super intelligentes, pour éviter que ce genre de problème n'arrive. Malheureusement, aujourd'hui, extrêmement peu de budget est alloué à ça. On essaye vraiment d'augmenter les capacités parce que c'est ça qui est le plus rentable économiquement, mais ça met en danger l'humanité pour les risques existentiels et pour tous les risques dont on a parlé avant, qui, bien qu'ils ne soient pas existentiels, sont vraiment absolument majeurs, on l'a vu. Ok, je vous ai déprimé pendant un bon petit moment. Je vais quand même vous proposer quelques pistes de solutions. Il y a un nombre de solutions absolument massif. Il y a des gens qui réfléchissent à ça toute la journée. C'est leur boulot dans des équipes internes ou externes aux entreprises technologiques.
Donc évidemment, tout comme les risques d'ailleurs, je n'ai pas pu tous les mentionner, les solutions sont également non énumérables. Cela dit, il y a quand même un certain nombre de solutions qui me paraissent plus ou moins pertinentes, que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. Le premier, donc voilà, après toutes les images terrifiantes, j'ai mis une petite intelligence artificielle avec des cœurs et des fleurs, comme ça c'est cool, c'est les solutions. D'ailleurs, la plupart des images ont été générées par intelligence artificielle, la plupart des images que j'ai utilisées durant la conférence. Généré avec ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de générer les images. Ensuite, ChatGPT fait une demande à DALL-E pour moi, écrit la bonne demande pour que l'image soit la plus belle possible, et ça donne des images très mignonnes comme celle-ci. Du coup, la première solution serait une sorte de GIEC de l'IA. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui aujourd'hui pose un peu le consensus mondial sur le climat. Un équivalent pour l'intelligence artificielle, notamment pour les risques de l'intelligence artificielle, serait particulièrement pertinent, parce qu'aujourd'hui, quelque chose qui empêche la sécurité de l'intelligence artificielle d'avancer, c'est qu'il y a peu de consensus. Beaucoup des risques que j'ai évoqués sont extrêmement spéculatifs, ou en tout cas, certains chercheurs pensent qu'il y a vraiment de très hautes probabilités qu'ils arrivent, d'autres pensent que c'est absolument n'importe quoi, que ça n'arrivera jamais, et donc il manque ce consensus pour pouvoir vraiment travailler sur la question. Le consensus ne suffit pas, le GIEC produit un consensus et pourtant nos actions contre le réchauffement climatique ne sont pas à la hauteur, mais ça serait déjà un bon début pour pouvoir se mettre d'accord sur les risques réels et pouvoir travailler dessus. Une autre idée, c'est la présomption de non-conformité. Aujourd'hui, on part du principe que lorsqu'on développe une intelligence artificielle, on peut la mettre sur le marché comme ça, sans aucun problème. Et ensuite, si elle pose des problèmes, là, il peut y avoir des sanctions. Sauf que ça se passe absolument pas comme ça dans aucune industrie. Ça se passe comme ça. Imaginez qu'on développe un avion. Voilà, on développe un avion. L'avion est mis en ligne, il se crache, puis on se dit, oups. Il y a eu un crash et du coup, on va mettre un peu d'argent dans la sécurité pour que les prochains avions soient sécures. Ben non, ça se passe pas comme ça. Avant que l'avion soit mis sur le marché, il y a tout un tas de normes de sécurité extrêmement poussées qui coûtent extrêmement cher, parfois même plus cher que le prix de l'avion lui-même, pour s'assurer de sa sécurité. C'est impressionnant que pour des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent avoir des conséquences sociétales absolument massives, comme on l'a vu, on n'ait pas ce genre de présomption de non-conformité. Alors il y a des choses qui ressemblent dans la loi sur l'intelligence artificielle qui est en train d'être mise en place au niveau de l'Europe. C'est peut-être pas assez suffisant, c'est à discuter, mais en tout cas, ça semble important. Et ce qui semble important, c'est aussi que ce soit des entreprises ou des services publics qui s'occupent de ça, des entités, en tout cas, qui soient séparées des entreprises technologiques. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gens travaillant sur la sécurité sont à l'intérieur des entreprises technologiques et donc ont évidemment des gros conflits d'intérêts. Même si, par exemple, OpenAI fait, par exemple, appel à des services d'audit externes. Une autre chose, c'est la pression citoyenne et la culture de la sécurité. C'est-à-dire plus les citoyens, plus les gens porteront ce sujet sur les médias sociaux, en discuteront entre eux, plus il y aura une culture de la sécurité, plus les citoyens se diront que ce que font ces entreprises de la Silicon Valley principalement, en Chine aussi, sont extrêmement dangereuses, qu'il ne faut pas les laisser continuer sur la voie sur laquelle elles sont, qu'il faut vraiment réguler ça de façon extrêmement forte parce que les risques, comme on l'a vu, sont absolument massifs. Plus il y aura une demande citoyenne pour ça, plus les politiques vont évidemment le prendre en compte. Donc ça semble quelque chose d'important, vraiment d'instaurer cette culture de la sécurité. Une autre chose de possible, c'est d'investir dans la sécurité et moins dans les capacités. Aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Depuis le lancement de ChatGPT, la quasi-totalité des entreprises ont viré des dizaines de personnes de leur équipe d'éthique, des équipes d'éthique qui déjà avant étaient extrêmement petites par rapport aux équipes qui développent ces modèles, les capacités de ces modèles, aujourd'hui elles sont encore virées. Pourquoi? Parce qu'évidemment, plus une entreprise investit dans l'éthique, moins elle peut investir dans les capacités et donc elle se fait dépasser par les autres. Donc chaque entreprise individuellement a intérêt à investir dans les capacités, même si collectivement on aurait probablement intérêt à investir un peu plus dans l'éthique. Donc c'est un exemple du dilemme du prisonnier. Pour ceux qui connaissent ça.
Et donc, c'est extrêmement important de mettre soit des incitations économiques, soit de faire des régulations pour pas qu'on arrive dans ce genre de cas et puis qu'on puisse vraiment investir dans la sécurité plus qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, parfois c'est 0,25% des budgets qui sont alloués à la sécurité. C'est déjà des sommes qui sont relativement massives. C'est par exemple ce qui se fait au Canada, on est plus ou moins dans ces eaux-là. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins que ça. Donc 0,25% par rapport au risque dont on a parlé. Il y a quelque chose à discuter. Il y a des gens qui font la proposition, par exemple, que pour chaque euro investi dans les capacités, on devrait investir le même euro dans la sécurité. C'est probablement quelque chose de relativement pertinent, mais on voit que de 0,25% à 50%, il y a quand même beaucoup à faire. Une dernière solution, c'est faire une pause dans le développement des modèles plus puissants que GPT-4 jusqu'à ce que nous sachions comment assurer leur sécurité et les garder sous contrôle démocratique. Effectivement, comme on l'a dit, les modèles plus puissants que GPT-4 pourraient coupler à des architectures cognitives, devenir des IA de niveau humain et enclencher un nombre de risques absolument démentiels par rapport aux risques que les LLM seuls actuels qu'on a aujourd'hui peuvent poser. Donc c'est des risques qui sont vraiment d'un ordre de grandeur supérieur, encore plus si ces IA évoluent en super intelligence artificielle. Donc ça semble important que finalement tous les risques dont j'ai parlé ce soir vont augmenter au fur et à mesure que les capacités vont augmenter. Et donc le fait de stopper les modèles beaucoup plus puissants, tout en pouvant continuer à faire de la recherche pour les intelligences artificielles médicales, tout un tas d'applications tout à fait positives, qu'il n'y a aucune raison qu'on stoppe ça, ça serait intéressant de stopper les modèles vraiment extrêmement puissants, dont on connaît aujourd'hui extrêmement peu les capacités. Et les risques qu'ils posent, et jusqu'à qu'on puisse assurer leur sécurité, mais aussi leur contrôle démocratique. Parce que si une intelligence artificielle, on arrive à créer une intelligence artificielle puissante, par exemple de niveau humain, mais qui suit exactement, qui est alignée parfaitement sur la volonté de ses concepteurs, de l'entreprise qui l'a créée, par exemple OpenAI, on a quelque chose qui n'est pas gouverné du tout démocratiquement. Et des outils aussi puissants devraient être absolument développés démocratiquement, que par exemple les valeurs qu'on inculque à ces intelligences artificielles soient choisies collectivement et que ce ne soit pas quelques individus dans la Silicon Valley ou en Chine qui choisissent ça. Et donc, au-delà de la sécurité de ces outils en eux-mêmes, il faut aussi s'assurer qu'il y ait un contrôle démocratique derrière, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Les big tech, les grandes entreprises technologiques sont particulièrement antidémocratiques. Certains parlent de techno-féodalisme pour les outils qu'on utilise déjà aujourd'hui. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça sera avec des technologies supérieures. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette conférence vous a plu, que c'est la première d'un long début. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors on a encore une vingtaine de minutes si vous avez des questions. T'as parlé de la... la sensibilité des IA, c'est pas le bon mot. La sentience des IA. Oui. C'est quoi les arguments qui vont dans le sens qu'il pourrait y avoir de la sentience et pourquoi il n'y en aurait pas actuellement et pourquoi il pourrait y en avoir dans le futur? Donc oui, les arguments de ceux qui disent qu'il y a peut-être de la sentience aujourd'hui, c'est par exemple, comme on l'a vu, comme je l'ai dit, Blake Lemoine qui a discuté avec son IA et son IA dit qu'elle est sentiente. Donc à quelque part, si l'intelligence artificielle le dit, peut-être que c'est vrai. Après, on a vu qu'il y avait des capacités d'hallucination. Souvent, elle va être entraînée sur les données d'Internet, donc aussi sur énormément de données, par exemple, de films de science-fiction, ce genre de choses. Donc, elle peut dire des choses comme ça se passe dans les films de science-fiction sans que ce soit totalement vrai. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est compliqué vraiment avec ces intelligences artificielles pour savoir si elles sont sentientes ou pas, et donc si elles ont un statut moral ou pas, si on devrait les prendre en considération, c'est qu'on a de la peine à comprendre comment elles fonctionnent. Ces IA sont globalement des boîtes noires aujourd'hui. On voit les données qu'il y a en entrée, on voit les sorties qu'elle fait, mais ce qui se passe au milieu, on a vraiment beaucoup de peine à comprendre ce qui se passe. Vraiment, on appelle ça des black box, des boîtes noires. Et donc, étant donné qu'on n'a pas cette interprétabilité,
on a de la peine vraiment à comprendre les processus en cours. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des phénomènes de sentience? Il faut dire que de façon générale, même pour les êtres biologiques, on a beaucoup de peine à savoir d'où vient la conscience, d'où vient la sentience, comment est-ce qu'elle est apparue, à quel moment dans l'évolution, est-ce qu'elle est apparue dans plusieurs branches du vivant ou dans une seule. Donc, c'est des questions qui aujourd'hui restent globalement sans réponse, même si on a quand même des bonnes pistes de réflexion. On sait que les humains sont sentients, on sait que la quasi-totalité des animaux également. D'ailleurs, ça devrait peut-être nous faire revoir notre façon de les traiter. Et avec les intelligences artificielles, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les IA pourraient développer ces capacités dans le futur ? Il y a beaucoup de théories. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, que l'intelligence est couplée à la sentience. Donc, plus les IA vont être intelligentes, plus elles vont être sentientes. Par exemple, c'est ce qui s'est un petit peu passé pour nous. Peut-être que, en tant qu'humain, la sélection naturelle a sélectionné la sentience pas pour rien. A priori, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup d'énergie dans notre corps. Donc, si elle existe, c'est peut-être pas juste pour faire joli, c'est parce qu'elle a des fonctions utilitaires. Peut-être qu'une intelligence artificielle pourrait développer ces mêmes capacités pour ces mêmes raisons, pour des fonctions utilitaires, parce que ça serait plus facile d'accomplir certains objectifs. Peut-être absolument pas. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on comprend extrêmement mal, d'une part, la sentience, d'autre part, les intelligences artificielles. Donc, on a vraiment beaucoup de peine. Mais c'est un risque qui existe, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste une considération et peut-être voir un peu ton avis sur les questions posées par l'IA. Alors, tu as utilisé le terme d'utilitaire tout à l'heure sur les différentes fonctions que peut remplir une IA. Et moi, je me pose des questions sur la pertinence de cette projection constante d'une espèce de compétition entre l'IA et l'être humain, parce que je pense que si on réduit l'humanité à une somme de capacités cognitives, on rate l'essentiel de ce qu'est l'expérience humaine, en fait, où il y a justement cette dimension d'expérience. Et je me demande de plus en plus si on va pas avoir, alors on n'aura pas un retour en arrière, mais une redécouverte de ce que ça veut dire qu'être un être humain. Et je le vois, je me pose la question par rapport à alors, il y a la question de l'expérience client. Moi, je bosse là-dedans dans l'informatique. Bon, c'est génial en termes de coûts pour les entreprises. En termes d'expérience, j'ai pas encore vu des modèles qui sont vraiment convaincants, surtout sur des questions qui méritent un peu plus que redémarrer votre appareil. Et donc, on finit vite par perdre patience. Et là, il peut y avoir un coût financier pour l'entreprise, en tout cas par rapport aux exemples que j'ai dans la tête. Et puis, il y a des domaines, par exemple, l'art, où oui, c'est pas question de est-ce que l'IA peut, bien sûr que l'IA peut, mais je pense que la vraie question, c'est est-ce que l'IA doit ? Est-ce que ça a vraiment du sens de chercher à mettre de l'IA partout pour remplacer l'humain partout? Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Et aussi, c'est quoi le but de la vie? Donc c'est vrai que, alors je comprends, alors je suis pas du tout dans des délires où le travail, voilà, je suis pas en train de dire le travail rend libre, mais je veux dire la question du sens, pourquoi on est en vie, je pense que c'est aussi quelque chose auquel on va devoir réfléchir avec l'émergence des IA de plus en plus généralistes. Mais voilà, je me dis, parce que je l'ai pas entendu, j'ai pas entendu cet axe dans ta présentation, donc je voulais savoir un petit peu ce que tu en penses, parce qu'apparemment il y a plusieurs personnes aussi dans le domaine, sur le plan technique, qui commencent à se poser ce genre de questions. Oui, ouais, tout à fait. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les entreprises réfléchissent relativement peu à l'éthique par rapport à l'argent qu'elles mettent dans les capacités. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette course, et c'est une course quasi exclusivement économique, pour faire le plus d'argent possible, pour être la première entreprise à, par exemple, développer un agent qui ensuite, parce qu'évidemment l'entreprise qui développe ça pourra vraiment avoir des agents qui ensuite seront diffusés dans toute l'économie et donc avoir énormément d'argent. C'est davantage ces considérations qui sont prises en compte que des considérations éthiques de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que le sens de la vie, etc. C'est ce que je disais un petit peu avant, typiquement, essayer de réguler cette course, d'investir plus dans la sécurité, c'est des choses qui permettraient de beaucoup plus réfléchir à ces questions. Ensuite,
au niveau des expériences, c'est vrai que les humains, justement, ont la capacité de faire des expériences et de ressentir des choses de ces expériences. C'est surtout ça qui importe, finalement. C'est comment ces expériences nous font sentir. Pour l'instant, a priori, les IA ne sont pas sentientes, elles pourraient le devenir, donc elles pourraient aussi être capables de faire des expériences. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à ces questions. Et de façon plus globale, je pense que plus on mettra d'argent dans l'éthique, plus on réfléchira à ces questions sociétalement, ça deviendra vraiment un sujet de débat public, plus on pourra ouvrir des questions telles que celles que tu te poses, qui sont évidemment aujourd'hui absolument pas posées, parce qu'on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on met de l'intelligence artificielle partout. On le fait parce que c'est rentable, parce que c'est le but. Et dans certains cas, ça peut être tout à fait bénéfique. Il y a plein d'applications médicales, etc., dans lesquelles l'intelligence artificielle pourrait être tout à fait fascinante. Mais il y a d'autres applications auxquelles il faudrait peut-être davantage penser ou mettre des structures sociétales pour pallier à certains problèmes qu'elles pourraient poser, comme par exemple avec le chômage, qui sont aujourd'hui extrêmement peu faits. Donc, c'est des questions qui vont devenir en tout cas de plus en plus prégnantes et auxquelles il est certain qu'il faut réfléchir, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, vous avez fini par un appel pour le contrôle démocratique. Pouvez-vous donner l'exemple d'un produit ou d'un secteur qui est actuellement sous contrôle démocratique? Alors, effectivement, en fait, je pense que c'est intéressant à se poser effectivement comme question, mais il ne faut pas négliger le fait que la démocratie est davantage un spectre qu'un on-off. Il n'y a pas les dictatures, les démocraties, et soit on vit en dictature, soit on vit en démocratie. Il y a des régimes à travers le monde qui sont plus ou moins démocratiques que les autres. De la même manière, il y a des intelligences artificielles qui sont plus ou moins développées démocratiquement que les autres. Par exemple, pour les algorithmes de recommandation, les algorithmes qui font en sorte qu'on voit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des entreprises de la Silicon Valley qui vont choisir leurs propres algorithmes, qui sont basés sur le fait qu'on va passer le plus de temps possible sur les réseaux sociaux pour à la fois capter nos données et avoir une meilleure avatar de qui on est, mieux nous comprendre et nous proposer des publicités plus ciblées et donc les faire payer plus cher aux annonceurs, ce genre de choses. Donc c'est des considérations extrêmement peu démocratiques. C'est une entreprise qui décide ça. Il y a par exemple des algorithmes de recommandation démocratiques qui sont en train d'être développés. Par exemple, le projet de Tournesol, qui est une association qui vise à faire une gouvernance collaborative des algorithmes. Et c'est des sujets qu'il faut absolument adresser. Et donc effectivement, aujourd'hui, nos démocraties, si on peut encore les appeler démocraties, ont de graves problèmes. Elles régressent d'ailleurs. C'est quelque chose qui devrait nous inquiéter tout autant que le réchauffement climatique, par exemple. Le fait que la démocratie régresse vraiment dans les pays qu'on considère usuellement comme étant démocratiques. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir que c'est un spectre et puis que les pays peuvent être plus ou moins démocratiques, les IA plus ou moins démocratiques. C'est vraiment pas un on-off. Donc effectivement, il n'y a peut-être pas de système aujourd'hui qui est complètement démocratique, mais il y en a qui sont plus que d'autres. Et donc c'est important de mettre en place les incitations qui vont mettre en place ce genre de système. Malheureusement, ce n'est pas la direction qu'on semble prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. C'était super complet, super éclairant. Moi, j'ai quelque chose que ça me donne envie de rappeler quand même, c'est que, vous l'avez dit, ChatGPT a déjà ratissé tout Internet. Ça, je l'avais déjà entendu dire, mais apparemment, c'est confirmé. À peu près l'intégralité des données qui ont été déversées sur le web depuis qu'il a été inventé en 89 ont été utilisées. Or, quelle est la langue dominante sur Internet? C'est l'anglais. Donc, au niveau des traducteurs automatiques, il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que la langue dans laquelle ça marche, c'est l'anglais, et encore avec beaucoup de bémols. Dès qu'on s'écarte un tout petit peu de l'anglais, ne serait-ce que du français allemand ou du espagnol italien, les résultats sont absolument catastrophiques. Alors, je suis traductrice professionnelle. Ça m'a beaucoup intéressé qu'une professionnelle de l'expérience client dise qu'en fait, ça ne répond pas aux promesses, tous ces outils. Ça fait beaucoup de promesses et ça ne les tient pas. La traduction, c'est pareil. Les outils de traduction automatique et ChatGPT font des promesses énormes qui sont relayées par le marketing. C'est-à-dire on a des grosses boîtes qui font des campagnes de pub où tout est génial.
Et demain, on va tous se comprendre, la barrière des langues va disparaître et il n'y aura plus de guerre. En gros, c'est ça. La réalité, c'est que vraiment, les sorties machines des systèmes de traitement automatique des langues sont très, très défectueuses. Et quand on a le nez dessus, on se rend compte très vite. Le système, par exemple, quand il n'arrive pas à traduire, il ne traduit pas. Donc, on a un texte avec des trous, avec des phrases qui manquent. Et encore, c'est un problème parmi les centaines de problèmes que ça pose. Et moi, ça m'interroge cet engouement pour une technologie qui, en fait, ne repose que sur Internet, parce que pour moi, la vie et la planète n'est pas contenue dans Internet. Et Internet ne contient pas l'intégralité de ce qui fait la vie humaine, quoi. Voilà, je m'arrête là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est une remarque très, très pertinente, effectivement. Aujourd'hui, si on se demande, par exemple, quel est le pourcentage de données dans ChatGPT qui n'est pas en anglais, on peut se dire, c'est peut-être 50%, ce serait déjà énorme, 50% du modèle est en anglais. Non, pas non plus 20, c'est 8% des données qui sont dans une autre langue que l'anglais. Donc c'est effectivement absolument massif, et donc ça pose les problèmes que vous avez évoqués. Ça pose aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire que évidemment les personnes anglophones ont peut-être une culture différente des autres. Pourtant c'est majoritairement elles, à partir d'elles, que le modèle va apprendre, et donc ça va un peu reproduire les biais culturels de ces sociétés. Et étant donné que c'est utilisé dans le monde, tout le monde se retrouve avec des outils qui ont une culture anglo-saxonne et principalement américaine, ou pour les entreprises chinoises, chinois. Il y a des modèles qui se font aussi dans les pays européens, etc. Par exemple Mistral en France, mais grosso modo la quasi-totalité de l'argent aujourd'hui est en Chine et aux États-Unis. Effectivement, encore une fois, c'est une question extrêmement importante à poser, parce que ces entreprises, étant motivées principalement par faire le plus d'argent possible, ont intérêt à dire qu'elles peuvent faire des choses absolument folles, alors que ce n'est pas nécessairement le cas et que les résultats peuvent être décevants. Cela dit, il y a quand même des progrès qui sont faits dans tous ces systèmes. On peut voir par exemple les chatbots de réponse aux messageries. Les chatbots de réponse aux messageries. Donc, quand on fait appel à des services clients, typiquement, avant, les chatbots essayaient de détecter des mots comme ça pour répondre à des questions préenregistrées. Et donc, c'était extrêmement limité. Ça pouvait répondre à quasiment rien. Aujourd'hui, les outils comme ChatGPT peuvent déjà résoudre un certain nombre de problèmes techniques absolument époustouflants. Par exemple, ma maman qui a des difficultés des fois avec son téléphone. Moi-même, j'arrive pas à résoudre certains problèmes. Je lui ai demandé à ChatGPT, mais comment résoudre ça? Fais des recherches sur Internet. Il va aller me fouiller des vieux blogs tout pété là où il y a des gens qui ont exactement le même problème, et ça va m'expliquer exactement la marche à suivre pour résoudre le problème, et une fois sur deux ça fonctionne quand même. Donc il ne faut pas non plus négliger les capacités de ces systèmes. C'est des capacités qui peuvent être impressionnantes et qui le sont de plus en plus, à tel point que certaines entreprises choisissent de faire appel à ces outils plutôt qu'à des humains. Cela dit, c'est vrai que évidemment d'un point de vue marketing, les entreprises ont vraiment tendance à exagérer ça. Et le problème, c'est qu'évidemment, à chaque fois qu'on travaille dans un secteur particulier, on se dit que les capacités de la machine ne pourront jamais vraiment être à notre niveau dans ce secteur. Malheureusement, c'est aussi ce que pensaient certains paysans avant l'invention des tracteurs, et la société qui était quasiment exclusivement paysanne, et aujourd'hui paysanne à 2-3%, je crois. Donc il ne faut pas négliger non plus les capacités de ces modèles qui peuvent être effectivement extrêmement puissantes, même si les entreprises ont tendance à faire du marketing et que les promesses sont souvent exagérées. Il y a quand même des choses réelles qui se passent derrière, et qui peuvent correspondre à des attentes marketing, mais qui peuvent aussi créer des très 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 nombreux risques qu'on a vus aujourd'hui. En fait, le risque à ne considérer que finalement c'est des outils qui ne sont pas si performants, ce qui peut être vrai d'une certaine partie, c'est de se dire finalement s'ils ne sont pas performants, les risques qu'ils posent ne sont pas si grands que ça non plus, alors qu'en réalité ils peuvent être absolument massifs. Donc c'est important de faire la part des choses. Oui, il y a du marketing et ces systèmes ne sont pas nécessairement aussi performants qu'on le dit, mais en même temps ils sont assez performants pour poser de très graves risques auxquels il faut s'attaquer. Moi je vais appuyer sur le côté ça ne marche pas très bien. Moi je suis développeur. Et quand on sait comment les logiciels sont développés et comment les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, donc très clairement, si les développeurs faisaient ce qu'on leur demandait, il n'y a rien qui marcherait. Déjà, ça ne marche pas très bien. Et donc vraiment, là, et j'utilise l'IA aussi pour coder. Donc je vois aussi les limitations du truc.
très clairement, un développeur débutant qui va utiliser ça, il va se tirer une balle dans le pied. Même si ça a progressé, y compris avec ChatGPT qui est très performant, mais vraiment, il y a ce côté-là, pour voir les erreurs, il faut être déjà bon dans le truc, pour voir le truc et dire « Ah, ça marche pas ». Donc il y a beaucoup de trucs, on a l'impression que ça marche, en fait, ça marche pas très bien. C'est juste qu'on n'a pas la compétence pour le voir, je pense. Et il y avait un autre truc aussi, c'est que je disais que c'est dangereux parce que du coup c'est suffisamment performant, et moi je dis c'est dangereux parce que ça n'est pas performant et qu'on a l'impression que c'est plus performant que ce que c'est, et du coup on va l'utiliser dans des domaines où il faudrait surtout pas l'utiliser parce que c'est pas performant en fait. Ça va faire des erreurs qu'on ne va pas détecter, et du coup ça va impacter la vie des gens, alors que si on avait conscience que ça marche pas, parce que ça marche pas bien en vrai, eh ben on l'aurait pas utilisé à la base, quoi. Quand on dit on remplace plein de métiers par ces trucs-là, effectivement, il y a des métiers qui sont assez simples à remplacer pour ces choses-là, mais il y a plein de métiers où on a l'impression qu'on peut les remplacer, et c'est pas prêt d'arriver, en fait. Moi, depuis que j'ai développé l'informatique, et même avant, on dit qu'on va remplacer les développeurs avec ceci, avec cela, avec cela. Le problème, c'est pas de coder, en fait. C'est toute la communication avec les gens qui pensent qu'ils savent qu'ils veulent, et ça... moi, je serais mort longtemps avant, ce ne sera pas dans 20 ans, je vous le dis, je serais mort longtemps avant qu'on remplace les développeurs, très clairement. Enfin, ça, moi, c'est ma conviction. Ouais, j'espère que tu as raison. Effectivement, il y a un grand risque, encore une fois, à surestimer les capacités de ces modèles. On l'a vu avec l'avocat, par exemple, qui utilisait des cas de jurisprudence inventés, quoi. Donc, si on surestime, si on pense qu'ils sont capables de répondre à tout, de faire des logiciels parfaits ou ce genre de choses, ça peut vraiment être extrêmement problématique. Un autre exemple de ça, dans le domaine du développement, certaines personnes vont utiliser ces outils pour développer des sites web ou des applications, par exemple, et ça va faire référence par exemple à un site web qui n'existe pas, mais la personne qui code extrêmement rapidement, etc., ne peut pas s'en rendre compte. C'est des des gens malveillants, des pirates informatiques peuvent par exemple faire référence, enfin prendre la référence du site du site dont ChatGPT parle dans son code et créer un faux site qui envoie des données sur un site problématique. Bon, je n'ai pas très bien expliqué, mais grosso modo, ça peut poser d'énormes problèmes si on surestime les capacités. Et encore une fois, il y a une telle pression économique où on se dit ces outils vont être tellement plus rentables que les humains qu'on a tendance à remplacer les humains alors qu'ils ne sont pas encore assez performants dans les domaines de la traduction, dans les domaines du développement ou dans le domaine de la communication, de l'assistance client. C'est tellement plus rentable qu'on se dit même s'ils ne sont pas aussi performants qu'un humain, ça vaut déjà la peine de les utiliser parce que ça va nous faire plus de profit. Finalement, le coût réputationnel devient aussi de moins en moins fort puisque toutes les entreprises l'utilisent. Donc finalement, ce qu'on va être un coût réputationnel beaucoup plus gros que notre concurrent, pas nécessairement. Donc voilà. Cela dit, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités de ces modèles, que par rapport à des modèles précédents d'il y a quelques années, ils ont des capacités qui sont vraiment époustouflantes. Des choses qui nous paraissaient impossibles à faire par des IA sont aujourd'hui faites par des trucs disponibles au grand public tels que ChatGPT. Certains humains écrivent... Des trucs, etc. Et ensuite, ils se disent ok, il fait pas aussi bien que moi. Ok, mais cette chose qu'il ne fait pas aussi bien que toi, il y a quelques années, on pensait que c'était un domaine exclusivement réservé aux humains. Donc, c'est des capacités qui montent très très vite, qui sont vraiment très impressionnantes. Et il ne faut pas négliger, encore une fois, le risque que pourraient poser ces capacités, même si aujourd'hui, les entreprises ont tendance à les surévaluer. Peut-être que demain, ces outils peuvent être améliorés. Et déjà aujourd'hui, on voit qu'ils sont utilisés. Par exemple, dans le cybercrime, il y a déjà des utilisations d'outils tels que ChatGPT pour faire de la cybercriminalité. Ce n'est pas quelque chose qui viendra dans le futur, c'est quelque chose qui existe déjà. Comme je l'ai dit, GPT-4 est supérieur à 88% des personnes dans un
dans une des plus grandes compétitions de cybersécurité. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant, malgré le fait que pour l'instant ça ne soit pas assez puissant pour remplacer des êtres humains et qu'il faudrait peut-être pas tout à fait remplacer des êtres humains avant que ces outils soient assez puissants ou avant qu'on ait mis en place justement des contrôles démocratiques et des solutions derrière en fait pour pallier par exemple à avoir assez d'argent et pas mettre toutes les personnes au chômage comme ça. Voilà. Merci. Je voudrais revenir sur la sentience. Oui. Aujourd'hui, en fait, on a l'éthologie et la neurobiologie. Donc, ce sont deux. On a des forts niveaux de preuve sur deux sciences-là. Par contre, ici, je veux bien, hein, c'est une black box, donc on ne sait pas, bien sûr. Donc, on va dire que tout est possible, mais il me semble qu'entre le possible et le probable, il y a quand même un écart. Et, en fait, il faut quelque chose de plus. Et aujourd'hui, donc, j'ai un peu de mal à voir, tu vois. Je veux bien, hein, mais c'est juste que autant, il me semble qu'avec ces IA, il y a une sorte de sur-empathie, c'est-à-dire qu'on aimerait bien même, tu vois, on aimerait bien. Ça pourrait être sympa, je ne sais pas, ça pourrait ouvrir d'autres possibilités. Mais autant, en fait, il y a, par exemple, avec les animaux, on sait déjà qu'ils sont sentients, et pourtant, il y a une sorte de sous-empathie aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je suis totalement d'accord avec cette remarque. Comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, le consensus, disons, c'est que les LLM ne sont pas sentients, les IA actuelles ne sont pas sentientes. Hein. Ça, la plupart des gens dans le domaine s'accordent là-dessus. Après, quand on leur demande des preuves vraiment que ces IA ne sont pas sentientes, souvent c'est ouais, on ne sait pas trop, mais c'est probablement pas sentient. C'est-à-dire qu'on a de la peine à prouver que ça n'est pas sentient. C'est compliqué de prouver que quelque chose n'est pas sentient. Et d'autant plus lorsque c'est des boîtes noires comme ça dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Après, de plus en plus, hein, il y a des méthodes d'interprétabilité de ces algorithmes qui vont apparaître, qui vont permettre de comprendre mieux comment ils fonctionnent. Peut-être de créer l'équivalent justement de l'éthologie, de la neurobiologie, mais pour les algorithmes finalement, pour essayer de voir s'ils sont sentients ou pas. Mais aujourd'hui, hein, il y a peu de raisons de penser que c'est un risque avec les modèles actuels. Certains le pensent, mais ils sont relativement minoritaires, même très minoritaires. En revanche, pour les systèmes futurs, il y a peu de raisons en fait de penser que la sentience devrait être exclusivement réservée aux biologiques. Il y a peu de... Qu'est-ce qui ferait finalement? Est-ce qu'il y aurait une sorte de magie peut-être dans le biologique qui ferait que la sentience serait absolument biologique et ne pourrait pas être sur un système artificiel? Il y a peu de raisons de le penser. En tout cas, si on pense que la sentience est due à des interactions matérielles, hein, qu'elle n'est pas due à l'âme ou à des choses comme ça, ce que certains peuvent penser, eh bien alors peut-être qu'on pourrait reproduire ces interactions matérielles qui sont à l'origine de la sentience dans des machines. Et donc c'est un risque à prendre en compte, mais aujourd'hui, très clairement, il y a très peu de probabilités, disons moins d'1% pour donner un chiffre, que c'est même 1%, c'est largement exagéré, que ces IA soient sentientes. Par contre, c'est pas quelque chose à négliger pour la suite. Parce que si tout d'un coup, on commence à avoir des preuves, des domaines scientifiques qui se montent là-dessus, qu'on arrive à démontrer vraiment scientifiquement, que c'est pas juste des suppositions, ou bien quelqu'un qui dit « Ah, elle m'a parlé comme ça, donc je pense qu'elle est sentiente en faisant des projections anthropomorphiques », eh bien là, ça sera quelque chose à prendre en compte. Et à ce moment-là, il ne faudra pas qu'on ait une sorte de suprémacisme biologique qui nous ferait dire finalement ce ne sont que des êtres artificiels, il ne faut pas les prendre en compte. Ben non, ils sont capables de souffrir. De la même manière qu'avec les animaux, il ne faudrait pas qu'on dise ce ne sont que des animaux, il ne faut pas prendre en compte leur souffrance. Ben non, on devrait largement, probablement plus les prendre en compte que ce qu'on fait actuellement. Pardon, oui, puisqu'on parle de sentience, juste avoir un peu une pensée et un mot pour tous les travailleurs du clic qui sont derrière l'intelligence artificielle, en Afrique ou ailleurs, voilà, qui sont exploités pour entraîner l'intelligence artificielle, faire de la modération sur des sujets totalement horribles. Donc voilà, là c'est vraiment des êtres sentients dont on ne parle vraiment pas assez. Oui, tout à fait. On oublie que l'intelligence artificielle aujourd'hui est massivement entraînée par des intelligences humaines. ChatGPT a largement été
pas développer, mais disons le RLHF, donc ce mécanisme qui permet de faire en sorte que l'IA soit plus alignée et moins de biais, ce genre de choses, qui va principalement consister en classement de réponses que ChatGPT va faire. On va poser 4 fois la même question à ChatGPT et ChatGPT va fournir 4 réponses. Ensuite, des gens vont classer ces réponses en fonction de l'ordre de préférabilité pour entraîner le modèle dessus et qu'il soit le mieux possible, le moins de biais possible, ce genre de choses. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui se font dans des pays d'Afrique où des gens sont payés $2 de l'heure pour faire ça massivement. C'est le cas de ChatGPT. Il me semble que c'est le New York Times ou Washington Post, je ne sais plus, qui avait dévoilé justement cette affaire. Et c'est massivement le cas pour la quasi-totalité des intelligences artificielles qui sont développées, pas uniquement pour les grands modèles de langage, mais aussi pour les algorithmes de recommandation, peut-être moins, mais pour d'autres données qui jusqu'ici en tout cas avaient besoin d'être massivement annotées aussi, par exemple pour qu'on sache qu'une image correspond à un chat et qu'ensuite on entraîne un modèle à savoir ce qu'est un chat, il va falloir prendre plein d'images et que plein d'humains marquent c'est un chat, c'est un chien, c'est une girafe, je sais pas quoi. Et puis on annote ces modèles, tout ça c'est des humains qui sont derrière, des humains qui sont généralement sous-payés, qui ont des conditions extrêmement difficiles aussi parce que c'est souvent, du coup, ils vont être exposés à des choses auxquelles justement on n'a plus envie d'être exposé. C'est-à-dire on va enlever, je sais pas, il peut y avoir des réponses de ChatGPT qui décrivent des scènes pédocriminelles, encore plus pour d'autres algorithmes, par exemple les algorithmes qui vont détecter les vraies vidéos pédocriminelles qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir les supprimer, faire de la modération des réseaux sociaux. Ça, c'est des humains qui doivent annoter manuellement les choses pour qu'ensuite les algorithmes soient capables de le faire à la place. Donc c'est des choses qui peuvent être extrêmement choquantes, des humains qui se retrouvent complètement bouleversés mentalement à cause de ce genre de métier. Donc effectivement, c'est pas un risque duquel j'ai parlé, j'aurais peut-être dû, effectivement. Et donc, merci beaucoup d'avoir posé cette question qui me permet d'aborder ce thème. Et un grand merci à vous tous pour votre écoute. Ça m'a fait extrêmement plaisir que vous assistiez à ma toute première conférence. N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube, Le Futurologue, mon podcast, Le Futurologue Podcast, si vous voulez creuser ça à travers des interviews, des vidéos de vulgarisation qui vont arriver de plus en plus autour des risques et de la sécurité de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, un grand merci pour votre écoute.